Salut les amis, aujourd'hui je suis à la ferme d'Ayana dans la Vienne chez Oriane et Clément. Comment ça va? Bah impeccable, ça va bien. Ça va On a bien? chaud, on va bien. On a chaud mais on est quand même à l'ombre de ce magnifique sol. Il vient de notre ancien terrain, avant qu'on s'installe ici, et il a été planté la première année où on est arrivé là. Et ben justement, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Comment vous êtes arrivé là? Qu'est-ce que vous faisiez avant? Et qu'est-ce que vous faites ici? Alors c'est toute une histoire. Tous les deux on n'est pas issus du milieu agricole. Moi j'ai fait fac de sport, je me destinais vers le métier de guide de haute montagne. Ok. Où ça? À l'ENSAV, je voulais rentrer à l'école des guides à Chamonix. À Chamonix, ok. Et j'ai fait ma fac de sport à Poitiers. Ok. Donc ici dans le coin. Donc j'ai fait 3 ans qui sont bien passés, je grimpais énormément toutes ces années, sauf que ma 3e année je me suis blessé. Blessure, opération, donc je me suis blessé en escalade, 1 an et demi d'arrêt, donc je pouvais plus aller en montagne, plus grimper, plus rien. Donc ça m'a fait beaucoup réfléchir, donc j'ai essayé de chercher une autre voie professionnelle et après moi il y a aussi le documentaire Demain qui m'a un petit peu bouleversé, surtout le passage, enfin c'est la scène du bec et loin dans le documentaire Demain qui m'a bouleversé, qui m'a fait réfléchir. Et puis donc à ce moment-là, entre le changement de voie professionnelle et ce documentaire qui m'a frappé, là j'ai commencé à voyager à droite à gauche et puis j'ai cherché un terrain, m'installer, commencer à développer mon autonomie. Donc d'abord à Quincé, de là où vient le Saule, et après à Saugé plus récemment, depuis 2017. Et toi Oriane? Et bah moi du coup, ça fait 10 ans qu'on partage notre vie, donc tout ce petit parcours-là, on l'a vécu aussi ensemble. Moi j'étais artiste de cirque avant, j'ai d'abord étudié les langues, je voulais être interprète, donc en anglais, espagnol et portugais, et puis finalement je suis musicienne, circassienne, donc voilà, j'ai fait quand même pas mal d'années de cirque. D'ailleurs c'est quelque chose que j'ai fait en transition avec les premières années où pendant encore les vacances scolaires, les périodes des week-ends, tout ça, je sortais encore en animation et autres travaux avec des différentes compagnies. Puis en fait, lassée de faire de la route, lassée de mal manger, je me suis dit allez, je me mets à 100% dans le projet. Donc après j'ai fait du coup du maraîchage ici et puis peu à peu, bon on en parlera peut-être après, mais tous les projets sont un petit peu élargis aussi. Donc, Du coup pour résumer, vous êtes non issus du milieu agricole, ni l'un ni l'autre. C'est ça. Mais de ce que je comprends, à la base, c'était plus un projet d'autonomie avant que ce soit un projet professionnel. Tout à fait. On était plutôt parti sur l'idée de produire tout nous-mêmes en fait, que ce soit les légumes, la viande, le fromage. On avait vraiment envie d'arriver à produire ça chez nous, d'acquérir aussi les savoirs qui gravitent autour de ça. Ça nous semblait assez essentiel. Et puis on est tous les deux un peu convaincus qu'il va y avoir des changements dans les années à venir. Et donc on s'est dit, bon, il faut qu'on s'y prépare, quoi. Donc quoi de mieux que de créer une ferme pour ça, quoi, pour s'y préparer. Et effectivement, dans le projet global, dans l'autonomie globale, il y avait aussi un pôle, on va dire, économique. C'est-à-dire qu'il faut aussi que le terrain nous rémunère, c'était aussi ça l'idée. Donc effectivement, c'est là où on est parti sur la voie du maraîchage et puis après on a développé un peu le projet agricole autour de ça, quoi. Donc au début, vous cherchez cette autonomie. Est-ce qu'à un moment donné, pour vous professionnaliser, vous avez décidé de faire des formations ou vous avez tout appris sur le tas? tout sur le tas. Globalement, on s'est beaucoup documenté, on a beaucoup lu, beaucoup regardé, En fait, il y a eu vraiment tout un tas de médias différents qui nous ont permis d'être des supports en fait pour l'apprentissage. Beaucoup d'essais-erreurs aussi. Je pense que si on avait fait une Surtout ça, formation, ouais. on n'aurait peut-être pas déplacé autant de fois les serres, autant de fois déplacé les différents jardins. Et en fait, ça nous a permis de vraiment remettre en question et aujourd'hui d'avoir, je trouve, quelque chose d'assez abouti dans le design. Du coup, on utilise aussi les permacultures dans le principe même d'organisation de la ferme. Donc voilà, on a un design qui commence à avoir une forme de cohérence et de pertinence. Mais c'est vrai qu'on n'est pas, on s'est pas formé. Et c'est un peu un regret qu'on a aujourd'hui parce que c'est un peu une ferme expérimentale. Ici, on essaie plein de choses et puis on a beaucoup d'animaux, en tout, on a 12 hectares quand même. Donc à deux, il faut quand même les gérer. Donc c'est quand même un gros projet. Alors nous, ce qui nous manque au niveau formation, c'est tout ce qui est gestion d'entreprise surtout, parce que ça aussi, il y a tout cet aspect-là, en plus administratif, etc., qui est compliqué à gérer. Et même pour dire, notre première ferme, c'était la ferme du Bec et Loin, on l'a visitée l'an dernier, quoi. Waouh! Donc jusque-là, on n'avait pas visité de ferme, rien. Ah ouais! Alors moi, j'ai déjà vu la ferme des potes, mais j'avais jamais visité réellement la ferme. C'était jamais rapproché vraiment du milieu agricole plus que ça. On s'est lancé dans le tas, c'est parti. Donc moi, voilà, les vaches qui sont ici, c'est les premières que je vois de ma vie presque un petit peu, quoi. Incroyable! Voilà. Donc on a tout appris sur le tas. Après, moi j'ai beaucoup dans les livres aussi pour le maraîchage, donc avec John Givens, Elliot Coleman. Tous ces pionniers là du micro maraîchage bio-intensif. Les maraîchers parisiens du 19e aussi. Voilà, tout un tas d'aspirations comme ça. Sur le premier terrain que vous avez eu, vous étiez en autonomie, vous avez déjà monté une ferme sur le premier terrain ou la ferme elle est montée à partir d'ici? Elle a été montée à partir d'ici, parce que sur l'autre terrain c'était beaucoup plus petit, ça faisait 3000 m². Ah oui. Sur l'autre terrain on accueillait beaucoup de gens, c'était plus un petit collectif on va dire. Donc on produisait par contre
toute l'alimentation, enfin tous les légumes pour le collectif, pour le groupe, quoi. Donc on avait Sur 3000 m², voilà. du coup, vous produisez des légumes pour combien de personnes? une dizaine. L'idée c'était qu'on puisse vivre tranquillement sur le lieu sans trop dépenser de sous. Et par contre le terrain, effectivement l'ancien terrain m'a permis d'essayer pas mal de choses, notamment pour le maraîchage, et puis d'investir déjà un petit peu dans des outils, etc. avant d'arriver ici. Donc j'avais déjà un petit peu cette expérience personnelle, mais bon, entre 3000 m², 12 hectares, j'ai dû tout réapprendre hein, presque. Quand même. Bien sûr. Et alors justement, vous arrivez ici, vous avez maintenant 12 hectares. Ça fait combien de temps que vous êtes installé ici? Et alors du coup, quelles sont les productions que vous faites sur la ferme d'Ayana? Du coup, ça fait depuis juillet 2017. C'était une belle friche, hein, donc on a passé 1 an et quelques à défricher, hein, à avoir des tout petits jardins, une toute petite production. Et aujourd'hui, donc du coup, il y a à peu près 1 hectare dédié au maraîchage. Donc c'est un maraîchage très diversifié. On fait pas, on dirait, des gros volumes de certains légumes. On fait plein de petits légumes. De différentes sortes. On aime bien travailler avec des petits volumes qui tournent régulièrement. Donc la production principale c'est le maraîchage, donc les légumes. Il y a aussi du coup depuis peu une tisanerie, donc il y a des plantes séchées, donc il y a une partie vraiment dédiée aux plantes vivaces qui permet d'avoir du coup un bon fond pour une tisanerie. Après, il y a aussi des productions pour nous, qui ne sont pas commercialisées, mais qui sont vraiment dédiées à l'autonomie familiale. C'est-à-dire, voilà, on a des chèvres donc, à la saison. Quand on a le temps en ce moment, parce qu'on a aussi beaucoup de travaux, ça ponctue un peu depuis notre installation. Les travaux, des fois c'est des 3 mois d'affilée où pendant l'hiver on va installer des bâtiments, tout ça. Donc en fait, toutes ces productions, elles sont un peu des fois entrecoupées. Donc on a eu le lait de la vache Tao, on a fait un peu de fromage, un peu de mozza, voilà, C'est ça, du trucs beurre, comme ça, du beurre, de la crème. Vous avez fait de la mozza? Ouais. Ah oui. Ça c'est facile à faire. C'est pas si compliqué. C'est vrai, c'est pas compliqué? Non, C'est un peu long, mais c'est long, mais c'est pas pas compliqué. Donc du coup, au niveau des animaux, il n'y a rien qui est destiné à la production? Alors, il y avait des projets, mais le truc c'est étant donné qu'on a des petits cheptels, on va travailler avec des races un peu exceptionnelles entre guillemets. Par exemple pour le cochon, on a du cochon Mangalitsa, donc c'est un cochon qui est vendu très cher, ce qui s'élève pendant 2 ans. Donc en fait, si on devait le vendre, ce serait des productions qui seraient plus destinées à des chefs gastronomiques ou des choses comme ça, quoi. Donc on a eu des demandes, mais on cherche pas trop à vendre. Nous on est plus pour notre consommation déjà de base. Et il y a un atelier poule pondeuse aussi. Voilà, il y a un atelier poule pondeuse, Ça, on fait les cochons, on fait les chèvres, on fait notre fromage, on fait notre viande, on fait notre charcuterie, enfin on fait déjà beaucoup de choses. Puis moi le problème, j'arrive à tuer mes animaux moi-même, à les préparer, etc. Mais par contre les emmener à l'abattoir, ça j'ai un peu de mal encore. C'est pas le même contexte, quoi. Ici on fait ça dans des bonnes conditions. Je te le coupe parce que c'est la première fois que j'entends ça. Et ça me fait plaisir parce que moi je suis végétarien depuis plus de 10 ans. Et je me suis promis que je remangerais de la viande le jour où je serais capable d'élever mes animaux et de les tuer moi-même. Et c'est la première fois que j'entends un éleveur qui fait l'inverse. La plupart des éleveurs, ils envoient leurs animaux à l'abattoir. Toi, tu te dis, moi, je suis capable de les tuer moi, mais pas capable de les envoyer à l'abattoir. C'est super intéressant comme réflexion, je trouve. Nous, ici, en fait, on les prépare à la mise à mort, en fait, si tu veux. Donc, on travaille avec un matador. Donc, c'est ce qu'ils ont dans les abattoirs. Hein. C'est une barre en fer qui vient percuter la boîte crânienne et puis qui les assomme. Nous, on les prépare à ça, en fait. C'est-à-dire qu'on les habitue à avoir quelque chose sur le front, qu'on leur donne à manger, etc. Et le jour de la mise à mort, en fait, c'est un jour comme un autre pour eux. Et ils ne voient juste pas le truc venir, si tu veux. Si tu les emmènes à l'abattoir, forcément, ils sentent la mort arriver. Hein. Alors, c'est pas quelque chose de facile parce qu'on les élève, etc. Puis aller jusqu'au bout, c'est pas toujours évident. Mais voilà, moi ça me permet vraiment d'être sûr de comment ça se passe. Parce que moi aussi j'étais végétarien avant, et depuis que je suis ici et que je prépare moi-même tout, que je fais tout de A à Z, donc de la naissance jusqu'à l'abattage, là je remange de la viande, quoi. Parce que là je sais d'où ça vient, je sais comment c'est fait, ça me convient. Mais c'est vrai qu'aller à l'abattoir, c'est une autre démarche, quoi, qui pour moi est pas facile. Ouais. T'es en avance sur moi en fait. Tu les tues aussi toi, Ryan? Moi je m'occupe que des volailles, ouais. J'ai pas encore réussi les cochons, voilà, je préfère participer à la cuisine derrière. Oui, parce que ça, on l'a pas dit, mais bon, c'est pas un atelier de production, mais ça fait aussi partie des revenus de l'exploitation. Toi, tu cuisines super bien. Les amis, on a mangé ce midi, elle nous a régalé. Elle nous a régalé. C'est vrai, tu cuisines super bien, comment ça se fait? Je suis pas végétarienne non plus sur les mêmes principes philosophiques, mais par contre, pour moi, la cuisine végétarienne, dès qu'on va voir dans les pays du monde, en fait, c'est quelque chose de beaucoup plus normal, en fait. Il n'y a que ici, en Occident, où manger, c'est prévoir une viande et qu'est-ce qu'on fait avec la viande, en fait. Alors que, en fait, le plat végétarien, c'est tout un truc. On va chercher une petite recette par-ci, une petite recette par-là. Donc là, c'était une galette iranienne avec une marinade japonaise, une sauce latino-américaine. Voilà, en fait, moi, j'ai beaucoup voyagé aussi. Je suis passionnée de cuisine, ma mère est documentaliste dans un lycée hôtelier, donc voilà, dès que j'ai besoin de quoi que ce soit, j'ai des sources. Voilà, donc en fait, en vrai, j'adore la cuisine. Pour moi, cette ferme, c'était aussi une extraordinaire possibilité d'avoir accès à des aliments incroyables, rares et beaux, quoi. Parce que c'est important dans la cuisine, c'est beau, c'est bon, c'est tout en même temps, quoi. Voilà. C'est trop bien. Du coup, tu as un food truck, et du coup, si vous êtes dans le département de la Vienne, tu fais les événements uniquement, c'est ça? Ouais. Et cuisine que des produits de la ferme. C'est ça qui est important de préciser aussi.
Alors, il y a les produits de la ferme et il y a aussi pour ce qui n'est pas produit à la ferme, c'est-à-dire la farine, l'huile. C'est un copain qui cultive et qui transforme dans sa ferme son huile et sa farine. Donc voilà, le food truck s'appelle le court-circuit. C'est vraiment une antenne de la ferme d'Ayana, mais il a son nom, son entité, parce que je court-circuite. Voilà, je veux court-circuiter la grande distribution. Je veux pas aller dans des endroits où voilà, on trouve quantité de tout, mais pas de bonne qualité. Donc voilà, donc tout est produit à la ferme. C'est une cuisine 100% végétarienne, les événements. Ça fait 2 ans que ça existe, là, le food truck, ça y est. Ça commence à avoir sa petite réputation et je commence à être appelée sur différents événements vraiment de plus en plus intéressants aussi. Enfin, c'était intéressant dès le début, en fait. Trop bien. Donc pour en revenir à la ferme et aux animaux, pour être autonome en viande, combien d'animaux de chaque espèce vous avez? Alors on a pas mal de monde, on en a même trop, hein, clairement. On a 6 cochons aujourd'hui là. Ah oui, 6 cochons c'est pas mal, parce que normalement un cochon ça te fait l'année. Ouais, largement, ouais. Oui. On est même monté jusqu'à 21. Waouh! Mais qu'est-ce qui se passe? T'avais des copains qui avaient très faim? Bah, ils se reproduisent vite surtout. Ah ouais? On a 4 bovins, donc on a un bœuf qui est attelé, parce qu'on travaille en traction animale ici. Donc là, il faut savoir qu'ici, on s'est un peu mis des grosses contraintes dès qu'on est arrivé là, c'est-à-dire sans pétrole. Et à la base, on était même parti sans se relier au réseau électrique et sans se relier au réseau d'eau. Donc on n'est toujours pas relié au réseau d'eau. On s'est relié à l'électricité parce que l'investissement solaire coûtait beaucoup plus cher que de se relier au réseau. Aussi idéologiquement, on se disait que c'était plus intéressant de se relier sur un réseau existant plutôt que de faire construire des nouveaux systèmes électriques comme les panneaux solaires, etc. Ce qu'on a fait, on a vécu des années, moi ça fait des années que je vis sans être relié au réseau. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les travaux, parce qu'on fait tout, hein, tous les bâtiments ils sont faits nous-mêmes, en plus on a une certaine éthique parce qu'on fait tout en charpente traditionnelle. Donc on s'est mis des grosses contraintes, donc ça au niveau énergie c'était pas évident. Pour revenir en tout cas aux animaux, voilà, on s'est relié au réseau électrique parce que pour les clôtures électriques, pour tout ça, pour l'eau, la pompe, l'irrigation, quand on n'avait pas d'électricité ça devenait très compliqué de gérer une ferme aussi grosse sans électricité. Tu parlais de la traction animale, c'est ça que tu disais. Voilà, traction animale, oui, c'est ça, on s'était mis un peu des contraintes. Sans pétrole, donc forcément on s'est tourné vers la traction animale. Donc pour travailler en traction animale, on travaille avec des ânes et avec des bœufs. Je pense qu'on a un âne qui est dressé, on a un deuxième qui est en dressage pour faire une paire. Et moi au début je travaillais avec une paire de bœufs ici. Et j'ai vendu un bœuf pour pouvoir acheter ma vache là, avec laquelle on fait du fromage aujourd'hui. Son veau, Son veau, et elle m'a fait un petit. elle était pleine. Voilà. Ouais. Donc les 2 veaux que j'ai ici, l'idée c'est de les dresser pour me refaire une paire. Et donc là il me reste un bœuf, un gros bœuf là qu'on a vu tout à l'heure là. Ouais. Eux ils ont pas vu Ils ont encore. pas vu. Eux ils ont pas vu encore. Le gros bœuf qui est là-bas là, qui lui est attelé, dressé et voilà, qui nous sert pour la ferme quoi. Donc en gros les ânes vont faire tout le travail de désherbage, de travail un peu de finition quoi, on va dire de précision. Les bœufs ça va être tous les travaux lourds quoi. Après au niveau des animaux, donc ça c'est pour la partie traction animale, donc une vache pour faire le fromage etc. On a des chèvres, on a 8 chèvres, 7-8 chèvres pour le fromage de chèvre Il y a un et pour l'entretien de la ferme. Et on a des poules pondeuses, 80 à peu près poules pondeuses, donc pour les œufs, 4 chiens Ouais. et puis 2 chats. En fait on travaille sans pétrole, donc on n'est pas mécanisé, on n'a pas de tracteur. On en a eu un mais c'était une vieille bouse des années 1957 exactement, c'était un Pony 812. Un Donc, mangeur d'hommes. Nul, nul, on l'a tout de suite vendu puis moi je supporte pas la mécanique. Donc pour tout ce qui est travaux d'entretien etc. on se sert des animaux. Donc les cochons vont nous servir pour labourer, les chèvres vont nous servir pour entretenir les haies, les ronces etc. Les bovins aussi, les ânes aussi. Donc ils ont tous plusieurs utilités quoi. C'est ce qui nous permet aujourd'hui de maintenir les 12 hectares propres sans utiliser d'énergie fossile quoi. À l'année on utilise vraiment rien du tout. On en utilise de temps en temps, mais c'est plus pour la dans le cadre de débroussailleuse, l'éthique de quoi. transition qui nous permet de maintenir et d'installer, de permettre nos travaux, de permettre en fait, d'être disponible pour d'autres choses. Des fois, on va aller mettre un grand coup avec des énergies fossiles, avec du thermique, mais c'est Donc on n'en plus a pas occasionnel. besoin Ouais. pour faire fonctionner la ferme. Voilà, c'est ça. Ça va être un truc tout con, mais là par exemple, j'imagine que là, pour creuser la mare derrière, t'as pris une Bien sûr, pelleteuse. j'ai pris une pelleteuse. Mais c'est un truc que tu fais une fois dans ta C'est vie, ça. après tu touches plus quoi. Exactement. Mais voilà, pour le fonctionnement de la ferme, on peut fonctionner donc sans énergie fossile, ça sans problème. Et aujourd'hui, on est assez fiers de ça, on n'est pas relié au réseau public, donc on est totalement autonome en eau aujourd'hui. Comment tu fais du coup? On a creusé pas mal de bassins. Et ici, on a la chance d'avoir trouvé, depuis qu'on est arrivé là, on a trouvé plusieurs sources, 6 en tout, parce qu'on est sur une zone de marnière où il y a des argiles, l'eau ressort, etc. Et donc sur ces 6 points d'eau, on a creusé des mares, et toutes ces mares sont reliées entre elles, jusqu'à la dernière qui est ici. Et donc après, on gère notre irrigation avec ça. Voilà. L'irrigation, mais pour ta consommation perso. Après, on a un puits qu'on filtre. Avec filtre Berquet ou un truc comme ça? Ouais, c'est ça, filtre Ouais, à c'est ça, gravité. ouais. Ouais. Du coup, c'est assez impressionnant tout ça parce que finalement, vous êtes 2 Nîmas et vous faites tout ça sans pétrole en mode ferme à l'ancienne quoi. C'est ça, ouais, mais avec la modernité d'aujourd'hui quand même. Enfin, avec la technologie d'aujourd'hui, on va dire. On essaie d'utiliser les savoirs ancestraux, mais on essaie d'y mettre la technologie d'aujourd'hui. Donc voilà, on va pas biner les champs de patates à la main. Hein. On a des outils pour, on travaille en micro-maraîchage, donc on a le semoir de précision, on a le semoir japonais. On n'est pas contre la modernité, au contraire, on est plutôt pour, mais adapté effectivement à cette ferme. Et on tient à ce que les savoirs paysans soient maintenus, quoi. Parce qu'ils sont essentiels de toute façon pour l'avenir, quoi. Ce que j'aime bien dire de la ferme, c'est le meilleur du passé et le meilleur du présent pour un bel avenir. Quoi. C'est un peu l'utopie qu'on se crée voilà, peu ça, ouais. ici. Mais il nous reste plus qu'à visiter tout ça. Allez. Allons-y.
Ils sont à l'ombre à mon avis, au Ils frais. sont là-bas. Là. Du coup là, on part à la recherche aux cochons pour commencer. C'est ça. Ils se cachent souvent? Ouais, bah là, quand il fait chaud comme ça, ils se mettent à l'ombre. Ouais. Sur les 12 hectares, on a une grosse partie qui était en prairie. Ouais. Donc à peu près, je dirais 6-7 hectares sur l'ensemble du terrain. Et après, donc là où on est, il faut imaginer que c'était une friche inaccessible. Comme derrière nous là. En fait, on voit les ronces qu'on a repoussées. Donc avant, voilà, toute la zone ici, on ne pouvait pas du tout y accéder à pied. C'était vraiment des ronciers de 3-4 mètres de haut, enfin 3 mètres de haut, puis ça partait dans les arbres. C'était vraiment assez impressionnant. Ça faisait a priori 80 ans que les anciens n'avaient pas vu une vache pâturer ici. Ok. Et avant, il n'y avait jamais eu de culture parce que les pentes, etc. L'avantage, c'est que vous avez dû choper de la sacrée bonne terre, quoi. Alors c'était de la très bonne terre, mais qui dit friche dit friche. Donc c'était très dur à gérer, l'entretien était très difficile. Et puis la particularité ici, c'est que c'est très humide en fait dans ce vallon. Donc l'hiver, c'était quasiment impropre à la culture tellement que c'était humide en fait. Puis mine de rien, c'est chouette pour l'été, mais c'est très ombragé aussi une partie de l'année. Donc c'est vrai qu'au début, tout début, il y avait des cultures d'annuelles ici. Et là, on a déserté les annuelles ici, on a laissé que des vivaces. Ça, à l'origine ici, tous les jardins maraîchers étaient là en fait, dans tout le vallon. Jusqu'en haut, ouais. Donc tout a été reterrassé parce que c'était une pente douce, très humide. Ah bah tiens, ils arrivent. Ouais. Ah, ils entendent la nourriture arriver. Cochon, cochon, Oh, cochon. c'est les petits cochons noirs. Ils sont surtout laineux. Mais on dirait des sangliers, oui. Donc voilà la petite troupe. C'est quoi comme race? Ça c'est du Mangalitsa. Ça sort d'où? C'est du porc hongrois. C'est une race qui avait failli disparaître dans les années 90 parce que c'est un cochon qui s'élève pendant 2 ans. Donc très vite le porc rose a pris le dessus quoi. Au bout de 6 mois, il a sa taille Par adulte. contre, c'est l'une des meilleures races de cochons pour la viande. Parce que la viande est persillée de gras, un peu à l'image du bœuf Kobe ou du bœuf Wagyu quoi. Donc en plus le gras qu'ils font c'est un gras exceptionnel, qui est de très très bonne qualité puis très riche au niveau nutritionnel. Donc nous voilà, ils nous servent à nous régaler quand c'est le moment. Donc voilà, on mange le top du top de la viande de cochon quoi. Et après ils nous permettent d'entretenir donc certaines parcelles. Donc le jardin qu'on ira voir tout à l'heure, c'est eux qui l'ont labouré. Tout le jardin ils l'ont préparé. Et après ils nous servent à maintenir en fait, à limiter le retour de la friche quoi. Et là l'idée dans chaque parc c'est de leur planter donc des chênes, des châtaigniers, des noyers, des noisetiers. Pour que nous on puisse faire des récoltes et puis qu'en même temps ils puissent être nourris. D'accord, parce que justement la nourriture là, tu fais comment pour l'instant? Alors on a toujours un peu de maïs, parce que ça ils adorent le maïs. Donc si j'ai besoin de les rattraper, parce que ça arrive qu'ils se barrent. Les cochons c'est les pires. Ah ouais? Vraiment les pires à tenir, c'est vraiment... Moi je pensais que c'était les chèvres. Non, les chèvres elles sont cool. Ah bon? Si, les chèvres elles sont trop cool. Les cochons eux là, t'as vu la taille de celui-là? Celui-là il a envie de défoncer la clôture, il le fait quoi. Donc c'est très compliqué à tenir, là j'ai une double clôture électrique. Des fois j'en mets une troisième pour les tenir. Donc le maïs me permet de les habituer un peu à manger ici, de les gérer un petit peu quand ils s'enfuient. Voilà, j'agite le seau de maïs et ils reviennent. Et sinon après en fait ils vont manger aussi, c'est un peu la poubelle de la ferme quoi. Ils nous servent à manger tous les invendus de légumes. Tout ce qui est légumes qu'on ne peut pas vendre, soit les invendus qui ne sont pas jolis, soit en fin de planche. Il nous reste toujours quelques petits légumes sur notre planche de culture, donc on les enlève, on les donne aux cochons. Donc 90% de l'alimentation on arrive à la fournir depuis le jardin. Après on fait des petits compléments au besoin. Avec un ami meunier à qui on achète ses invendus ou ses restes de farine ou du son, des choses comme ça. Entre la forêt, parce qu'ils ont quand même des parcs dans la forêt, ils ont des grosses parcelles. Donc entre ce qu'ils ont sur la ferme dans leur parc, plus les légumes, on est quasiment autonome pour alimenter les cochons quoi. Quand il est l'heure de l'abattage, tu fais toute la famille d'un coup, tu sélectionnes, Alors, comment tu fais et comment tu transformes? Alors ouais, je vais sélectionner. Là la prochaine c'est elle, la grosse là. Là j'ai mangé en fait l'an dernier, j'ai mangé le mâle reproducteur. Et là je suis en train de refaire en fait le cheptel un peu différemment. Je vais remettre un mâle et remettre... Enfin là j'ai 2 reproductrices que je garde et je voudrais remettre un mâle. Donc la grosse c'est la maman là des petits. Et en fait là j'essaie de revenir plus sur du Mangalitsa parce qu'en fait quand on a commencé les cochons on a croisé du Mangalitsa avec du porc noir gascon. En fait parce que le Mangalitsa il fait des toutes petites portées, il fait 3-4 cochons. Par contre le gascon il en fait beaucoup plus, il en fait une douzaine. Donc on s'est dit putain on pourrait essayer de croiser les deux pour augmenter le nombre de portées sur les Mangalitsa. Ce qu'on a fait, sauf qu'on s'est retrouvé complètement débordé en fait. On s'est retrouvé avec des portées, comme je disais tout à l'heure, on a eu plus de 20 cochons sur la ferme à un moment. Donc très dur à gérer. Là je les sélectionne en fonction de l'âge quoi en fait, dès qu'ils sont prêts. Comme je disais tout à l'heure, il faut attendre 2 ans quand même pour pouvoir les abattre. Donc il faut qu'ils fassent en gros ce poids là quoi, entre 100 et 120 kg. Donc généralement les femelles elles sont 100-120 kg et les mâles montent à 150 quand on les abat quoi. Donc t'en abats que un à la fois? Ouais, 1 ou 2. Un ou deux, Voilà. et du coup tu transformes tout là sur place, tu fais On tout? transforme tout sur place, ouais. Essentiellement salaison et charcuterie. C'est quoi la différence entre salaison et charcuterie? Charcuterie, tu vas avoir le pâté, tu vas avoir un petit peu tout. Là. Quand je dis salaison, c'est vraiment le jambon, quoi. Enfin, tout ce qui est plongé dans le sel, quoi, saucisson, jambon. D'accord, parce que justement plongé dans le sel, le jambon pour moi c'était de la charcuterie déjà. C'en est aussi, ouais. fait Mais partie. c'est vrai que moi je spécifie salaison. Vraiment ce qui est mis dans le sel, ce qui est conservé dans le sel et ce qui est conservé en bocaux, quoi. Donc le boudin, le pâté, tout ça, c'est aussi de la charcuterie.
Ok, d'accord. Donc voilà, donc on transforme tout sur place et voilà, généralement on en tue 1 ou 2 par an maximum. Un, c'est largement suffisant pour nous. En plus, on mange pas tant de viande que ça, c'est ça le pire, c'est qu'on mange notre charcuterie, mais on mange pas de la viande tous les jours du tout. C'est pas parce qu'on en tue nous-mêmes, qu'on en a beaucoup qu'on en mange tous les jours. Et après, ceux que j'ai en trop, je les vends. Vu que là c'est de la race un peu rare, ils sont assez faciles à vendre. Et en plus à un bon prix, quoi. Ok. Pour information, tu vends la bête entière, tu leur vends la bête Je déjà vends la bête entière. Ah ouais, on n'a pas le droit. Là en fait, nous on peut faire de l'abattage à la ferme. en autoconsommation? Parce que c'est de l'autoconsommation. Ok. Après, là, si on voulait commercialiser la viande, on serait obligé de passer par l'abattoir. C'est pour ça qu'on ne commercialise pas aujourd'hui, parce qu'il y a cette étape de l'abattoir. Du coup, ça se vend combien une bête entière comme ça? Alors les petits, on va les vendre entre 2 et 300 euros, Ouais. ces cochons-là. Pour donner un ordre d'idée, un cochon carcasse comme ça peut se vendre entre 2 et 3 000 euros. Donc juste carcasse, quoi, sorti de l'abattoir. Et après, nous, on a vu des charcutiers qui vendaient donc du jambon de cochon Mangalitza. Et juste le jambon, juste la pâte, coûtait entre 4 et 6 000 euros. Donc c'est vraiment de la viande haut de gamme, quoi. Donc c'est difficile de vendre aussi pour ça, parce que on peut pas la vendre à bas prix. Faut quand même qu'on trouve un juste milieu, parce qu'il s'élève quand même 2 ans, donc c'est super long. Et donc c'est pas très adapté à notre clientèle, quoi. Les gens vont pas acheter un saucisson 40 balles, quoi. Enfin, c'est un peu indécent, quoi. Donc pour l'instant, nous on les garde vraiment pour nous, pour se faire plaisir, quoi. Quitte à faire du cochon tant que ce soit le meilleur, quoi. C'était un peu ça l'idée, quoi. Donc là, Oriane, où est-ce qu'on est? Bah là, on est dans le jardin qu'on appelle le jardin médicinal. Alors bon, moi je suis pas hyper d'accord avec le fait qu'on appelle les plantes médicinales. C'est des plantes, c'est des bons aliments, hein. Donc c'est notre alimentation, notre premier médicament. Donc voilà. Donc c'est un jardin alimentaire de vivaces, de plantes non sélectionnées. Donc les plantes aromatiques sont des plantes qui n'ont pas été sélectionnées pour leur taille, leur couleur, leur grosseur, leur machin. Donc en fait elles sont brutes de pommes, si je puis me permettre. Et elles ont du coup des propriétés officinales, parce qu'elles sont pleines de minéraux, de nutriments, tout ça. Donc voilà. Donc c'est vraiment le principe de ce jardin. On n'y met plus d'annuel parce que la gestion était trop compliquée, comme on le disait tout à l'heure. Mais par contre, on a donc ce petit jardin là qui est en terrasse, plein de trucs. Alors, je dis que c'est vivace, mais là on est devant une annuelle, hein. Donc on a la petite Artemisia annua, qui est une plante qui a été un peu bannie. Pourquoi bannie? Parce qu'on en a trop parlé au moment du Covid, je crois. Ah, c'est la fameuse plante qui soigne tout? Ouais, enfin en tout cas qui est pleine de bonnes choses, quoi, hein, plein de principes actifs qui fait qu'effectivement elle est à la fois antiparasitaire, antibactérienne, antivirale. Donc on a quand même un beau panel avec sûrement des contre-indications aussi, hein, donc je me permets pas de la conseiller à tout le monde ni comme ça, voilà. Donc c'est une Artemisia, ça reste une plante assez forte. Donc c'est une annuelle, mais elle a sa place ici malgré tout dans le jardin de la tisanerie. Du coup en fait la plus grosse partie de cette production va au food truck pour les sauces. Donc on a l'origan qui est un peu plus bas, qui est utilisé comme base pour la sauce qu'on a mangée ce midi, mais aussi pour la tisanerie, donc qui va au séchoir qu'on ira voir tout à l'heure, pour faire sécher et avoir des plantes séchées toute l'année pour nous, pour le food truck, et ensuite à l'hiver prochain il y en aura aussi dans des petits sachets à vendre. Voilà. Donc on a pas mal d'essences différentes là. Ouais, alors moi ce que je trouve super étonnant, c'est que là il y a même du blé. Oui, c'est le paillage en fait qui a donné du blé, et puis on s'est dit on le garde. C'est joli, ça fait un énorme réseau racinaire, c'est très bon pour le sol, en fait ça nourrit énormément le sol, le blé. Si on le cultive de manière comme ça en plus hyper douce, sans labour, sans retourner le sol, en recouvrant le sol, enfin voilà, ça offre vraiment plein d'avantages. Moi j'ai cru que tu allais me proposer une tisane de blé, je me suis dit pourquoi pas, je ne savais pas que ça existait. On pourrait faire des jus de germe de blé si on voulait. Dans le food truck, il y a un bar à jus. Donc effectivement, à l'état de germe, donc la petite herbe, la petite pousse verte, là, on pourrait la mettre dans l'extracteur de jus. On sous-estime beaucoup de plantes comme ça. Mais en infusion, éventuellement fermentée, pour faire de la bière. Et alors qu'est-ce qu'on a de beau alors dans ce jardin là? Alors du coup, on a beaucoup de roses, des roses culinaires, des apothicaires, donc on a des gallicas et des centifolias. Donc là, elles sont plus du tout, c'est pas la floraison en ce moment, là c'est passé. Ouais. Donc elles sont pas jolies, c'est des petites roses de mai, ça. Mais il y a eu un beau moment, il y a eu un boom là où tous les rosiers ont donné. Donc là, l'idée c'est d'en remettre sur tout le reste de l'allée, là où on était. Okay. On a du coup les absinthes. Là c'est de l'absinthe ça? Ouais. Oh là là. De l'absinthe. Voilà. En tisane aussi l'absinthe ou... Celle-là je m'en sers peu en fait pour l'instant, je la reproduis mais je m'en sers peu, donc peut-être qu'un jour elle ira en tisane ou en sirop. Parce que c'est très astringent en fait, les Artemisia elles ont une amertume. Ah c'est la même famille? Ouais, c'est la même famille, mais même l'estragon fait partie de cette famille. En fait c'est une grande famille. Ok, là tu as une grosse planche de romarin. Le romarin, donc là c'est pour effectivement les infusions. Le romarin c'est une superbe plante, c'est un peu le gingembre de chez nous, hein. Okay. Donc elle est hyper stimulante, hépatostimulante. Et justement du gingembre vous en faites pas?
On a C'est fait des essais. des essais, ouais. Et alors, les essais sont pas... Alors si, il y en a qui ont poussé, mais vu que c'était un test, je me suis pas trop pris la tête vu qu'il n'y avait pas de volonté de production. Mais maintenant, voilà, je sais comment faire pousser du gingembre ici, quoi. Il fallait que je teste une année pour me rendre compte et je vois que ça demande beaucoup d'eau, Ouais. le gingembre pour pousser. Ok, et c'est ce qu'il a manqué un petit peu. Il y en a, mais je pense qu'il ira pas jusqu'à la production, là. Ok. Maintenant, on a compris comment faire. Après, qu'est-ce qu'on peut voir un peu de sympa? Donc là, on a les lavandes officinales là, qui sont en cours de reproduction. Donc là, pour l'instant, on en a que peu de plants prêts à donner. On a l'hélicryse. L'hélicryse, montre-moi. Parce que alors, l'hélicryse, j'en utilise super souvent. Avec toutes les tendinites que j'ai en Ouais. permanence. Bah, du coup, ça, c'est l'hélicryse. Alors, elle pousse pas dans son biotope de préférence. Donc, c'est que dans le maquis corse, elle est beaucoup plus aromatique et puissante. Ouais. Après, elle a quand même des intérêts. On l'appelle aussi la plante à curry. Donc, la petite fleur jaune là. Ouais. Quand c'est le moment, on la récolte, on la met à sécher et puis après on la réduit en poudre sur les plats. Mais ça fait comme un curry en fait. Alors le curry étant un mélange d'épices, là on a une sorte de fleur épicée en fait, donc qui va permettre de donner vraiment une saveur vraiment sympa, particulière à un plat. Pour l'instant je m'en sers pas en tant que cosmétique pour la peau, mais en tout cas en alimentaire, ça je l'aime beaucoup. Donc le jardin est un peu en friche parce que il y a eu beaucoup de food trucks, beaucoup de travaux, beaucoup de déménagements, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais voilà, donc ça a été. Voilà. C'est un jardin où, en fait, comme c'est pas la production la principale, on se met pas non plus une pression de folie pour que ce soit au petit carré. Puis j'aime bien un peu moi le côté un peu foufou, sauvage, ça me dérange pas, voilà. Ouais, justement, là, c'est une planche d'ortie aussi. Hein. Oui, c'est une planche naturelle d'ortie. Bah oui, ça fait partie des plantes que je sèche et que je récolte au séchoir. Ouais. Donc effectivement, il y a de la poudre d'ortie aussi régulièrement. En infusion ou en séchage, en sel ou en aliment aussi. Ça fait partie de ces plantes merveilleuses, pleines d'oligo-éléments, pleines de choses intéressantes. Et d'ailleurs, en parlant de plantes merveilleuses, celle la grosse qu'on a là-bas derrière, moi en arrivant, je te demandais si c'était des chardons ou des artichauts pas récoltés. Et en fait, c'est un cardon, donc c'est une sorte de la même famille que l'artichaut. Ça produit beaucoup de côtes comme ça et ça fait énormément de têtes. Et du coup, en fait, nous, on le laisse pour les oiseaux. On adore nourrir les oiseaux avec les bardanes, on les laisse. Avec les cardes, voilà, ça fournit. Les abeilles aiment ça aussi quand ça fleurit. Et puis c'est beau. c'est beau. C'est Et beau. c'est énorme. Je vais me mettre à côté, que vous vous rendiez compte. Regarde la taille du truc. C'est fou, non? Et a priori, dans le temps, on m'a dit, on n'a pas testé nous, mais c'est une plante qui servait à faire cailler le lait pour faire du fromage aussi. Ah oui. Qui évitait d'utiliser de la présure. Et d'ailleurs, ta mozzarella, Ouais. comment tu l'as fait? C'est quoi le secret? C'est pas très compliqué. Mozzarella si on n'avait pas fait chèvre, on a fait vache. Ouais. Donc avec de la présure, on fait cailler le lait. Et le caillé, on le fait recuire. En fait, ça forme tout un tas de petits grumeaux. Le caillé forme plein de grumeaux dans l'eau. Donc il se désagrège et au bout d'1 minute après s'être désagrégé, il se recompacte en une espèce de boule un peu élastique. Donc après, on façonne un peu la boule comme une pâte à pain, si tu veux. Et après, tu viens de la former en format mozzarella et voilà, au frigo et ça te fait une mozzarella. Super en fait, c'est fin. juste du caillé, c'est du fromage frais recuit, en fait, si tu veux, dans son petit lait. Tout con. Tout con. Pour en revenir à notre petit jardin en étage de vivace, qu'est-ce que c'est ça? Donc ça, c'est les mauves Mauritanie. Donc là, il y a une énorme floraison là, donc elle est au séchoir. Hein. Et du coup, cette mauve Mauritanie, elle est superbe, elle a des infusions bleues, donc elle est chouette. Elle est vivace, elle est de plus en plus grande, donc il y a des semis de l'année, ça c'est des plants qui ont plusieurs années déjà. Un peu plus bas, on a aussi la valériane, le réglisse, la guimauve là qu'on voit là avec les jolies petites fleurs blanches là. La guimauve, c'est tout doux quoi. Fait des petites fleurs comestibles magnifiques, géniales. Ces racines, elles sont hyper intéressantes parce qu'elles sont pleines de sucre. Donc en fait, quand elles mâchouillent, ça fait une sorte de petit pansement gastrique et du coup, ça soigne les ulcères, pour les petites plaies de la bouche. Les enfants qui font leurs dents, ça leur fait du bien, ça leur fait un truc à mâchouiller. Voilà, c'est partie des petits trucs sympathiques. Ça s'appelle la guimauve. La guimauve, ouais. Ouais. Alors elle fait pas issue de la guimauve, mais on peut faire des préparations pâtissières avec. Je ne l'ai jamais fait. Et sinon, on est à côté du réglisse aussi. Là, ça y est, ils sont bons à récolter. Donc on a fait notre première récolte de bâtons de réglisse. Ah, c'est assez super Mais bien. non. Bâton de réglisse Si, donc là, maison, on a ouais. le petit réglisse là, et on en a quelques plants ici là. Trop bien. Voilà, donc Et ça, juste tu la récoltes les déterres. racines. Ouais. Ouais, ça fait des racines en fait qui sont ligneuses, donc elles sont comme du bois. Donc souvent on a l'impression que c'est la branche de réglisse qu'on mange. Point du tout, c'est vraiment la racine. Et en Ok. fait, ça fait des bâtons de réglisse. C'est la racine. Voilà, donc elle se récolte au bout de 3 ans. Donc là, je les cultive depuis la graine. Ça fait 4 ans. Donc Ah ouais, voilà, c'est l'année long. dernière, j'ai pu diviser et récolter mes premiers bâtons de réglisse. Donc, C'est voilà. super long en fait. Hein. Ouais. Petit jeu de patience, mais bon voilà, ça fera peut-être partie en copeaux des infusions. Mais globalement, ça va être notre petit plaisir. On va se garder des bâtons de réglisse pour nous à la maison et c'est trop bien. Tu me disais qu'on avait d'autres là derrière moi? On a la valériane. Toutes les parties sont utilisées en tisane et en différentes utilisations, mais notre préféré entre guillemets, c'est la racine. Donc Ouais. à l'automne,
Je vais la déterrer, je vais la séparer en deux. Une partie qui va être séchée, une partie qui va être remise en terre. Et voilà, donc c'est la plante qui aide à faire dodo. Voilà, elle est pleine de choses qui sont bonnes pour le système nerveux, en fait, qui vont vraiment apaiser énormément. Donc voilà, ça fait partie des plantes pour les gens très nerveux et très anxieux. Voilà. Ok. Tu m'en donneras avant que je parte? Si, pas de problème, mais c'est que c'est pas trop la saison, je t'en ferai parvenir si tu veux par la poste. Là, une petite sauge classique. Bah, la sauge classique qui est sympa, du coup que je récolte pour les infusions et aussi pour les préparations culinaires. Mais en vrai, j'en ai plus que ce dont j'ai besoin parce que c'est une planche qui va jusqu'au bout là-bas, tout là-bas. Mais Et vos planches, elles sont pas standardisées. Ouais, elles sont pas standardisées et elles débordent pas, je veux dire, parce que là il y a vraiment les passe-pieds, je vois là il n'y a pas de bâche plastique. Non. Comment ça se fait que la planche reste une planche? Je débroussaille. Ah, tu débroussailles? Ouais. Comment? Bah, la débroussailleuse. Avec une débroussailleuse à batterie. On a une petite débroussailleuse de style. En fait, on a une faux aussi, mais étant donné que c'est quand même un peu sous forme de butte, ouais, c'est compliqué. C'est un peu compliqué. Et puis voilà, j'ai peut-être aussi pas une faux encore à ma taille. Là, ça va faire partie des prochaines acquisitions. Une faux vraiment à ma taille, comme ça, peut-être que je pourrais avoir plus de précision aussi. Ouais, mais là, bon, c'est vrai que sur les petits passe-pieds comme ça, ouais. la débroussaille électrique, c'est quand même le top. Hein. Ouais, c'est ça. Si paillage quoi, si. Et paillage, voilà, avec déjà ce qui est débroussaillé, ça paille. Des fois, je désherbe vraiment manuellement, je viens vraiment tirer dessus et puis pailler. Au niveau des pratiques culturelles ici, on fait pas mal de choses différentes, quoi. Le jardin maraîcher va être mené un peu plus à la Jean-Martin Fortier, donc vraiment quelque chose d'un peu plus standardisé, etc. Ici, on est plutôt sur un jardin de vivaces, donc on va moins être rigoureux sur l'entretien, etc. Ça va être un peu plus vivant. On va faucher l'herbe spontanée qui va nous servir de paillage. Donc en fait, en fonction de ce qu'on fait des ateliers, on va vraiment avoir des approches différentes. Et on essaie ici de ne pas se limiter à une méthode, quoi. Donc, moi, je prends des méthodes qui viennent des maraîchers manuels, des agriculteurs conventionnels, des éleveurs conventionnels, des éleveurs bio, des petits éleveurs, des anciens paysans. Tu fais ta tambouille, quoi. Je fais ma petite tambouille et voilà, ce qui marche, ce qui me plaît idéologiquement, et ben, je le garde, quoi. Là, je vous revois remonter, on descend pas dans la petite serre, il se passe rien dans la petite serre là on peut y aller. Alors, vous vouliez me cacher la serre ou quoi? Point du tout. Vous avez cru que je l'avais pas vue? Donc c'est la jungle, en fait, c'est la première serre qu'on a eue ici, c'était notre pépinière les premières années. Et donc on a planté des vignes au niveau des arceaux. Donc en fait, à l'hiver, elle perd ses feuilles, donc on n'a plus l'ombrage qu'elle fournit à l'été, donc ça tombe parfaitement. Donc voilà, on n'a pas d'ombrière en bas, on a des ombrières sur les serres, mais pas ici, c'est pas nécessaire parce que on a la vigne qui donne un magnifique raisin de table trop bon. Alors c'est jungle. Hein. Voilà, donc on a la capucine devant. Donc c'est une plante comestible. Les amis, je n'ose même pas rentrer tellement il fait chaud là-dedans. Et encore, il y a la vigne. Ah ouais. Et la capucine est magnifique malgré la chaleur, c'est incroyable. Ouais. Elle se plaît bien dans les environnements chauds humides comme ça, elle est bien. Du coup, dans le food truck, je prépare des pestos de fleurs de capucine. Pesto de fleurs de capucine. C'est magnifique. C'est un ça, pesto jamais essayé. orange. Ah ouais, ça devient orange? En fait, je ne mets que la fleur. Donc c'est la fleur sans la feuille. Sans la feuille. La feuille, j'utilise dans d'autres sauces, dans d'autres préparations. D'accord. J'ai la verveine ici, là, pareil, qui va dans la tisanerie, elle beaucoup. Ouais. Donc voilà, c'est un rang de verveine qui est buissonnant. Et j'ai la petite pépinière de plants, là, donc, mais on les voit pas très bien. Ta pépinière à plants, elle est là-dedans? Ouais, il y a une pépinière de plants médicinales un petit peu. Donc là, j'ai des géraniums aussi. Tout ce qui est géranium rosa, donc c'est des géraniums de parfumerie. Ici, là. On a l'Iacon poire de terre un peu plus loin. Là, c'est le géranium orange là, qui vient de cueillir. Ici, on a le géranium bourbon. Il y en a le géranium rosa. Bourbon, tu sais que j'adore cette odeur, elle m'appelle. Je sais pas pourquoi ça me rappelle mon enfance, le géranium bourbon. Ah bah c'est merveilleux, hein. C'est un pélargonium, donc c'est comme la même famille que mais la ça citronnelle. m'appelle, je te jure, quand je sais pas pourquoi cette odeur me rappelle mon enfance. Ok. Je ne sais pas pourquoi, je sais pas quel lien j'ai eu avec cette odeur quand j'étais bébé. Marrant, quand je la sens, je me vois petit et je me sens en sécurité. Elle a été beaucoup utilisée bizarre, dans les eaux de cosmétiques et tout. Le géranium bourbon, le cosmétique, donc peut-être qu'une personne de ton entourage portait un cosmétique. Ça fait vraiment partie des plantes à parfum, voilà. Donc on a plusieurs géraniums, on a voilà. La citronnelle qui est vraiment de l'autre côté, donc on a la citronnelle de Madagascar, on a un estragon aussi, un bel estragon en pied-mer, du baume de Galade. Donc ici c'est vraiment l'endroit où on prend soin des plantes qui gèlent l'hiver. La pépinière à plants maraîchers, elle est autre part? Ouais, elle est plus bas, ouais. Ouais. En fait ici, quand on est arrivé sur le terrain, on s'est installé, donc comme je disais tout à l'heure, ici c'était une friche, et en fait ça c'est la première zone qu'on a défrichée, ce petit coin là. Donc avec la serre, puis là où il y a l'abri de jardin derrière. Donc on est arrivé là, on s'est posé avec le camion ici, on a commencé d'ici en fait. Donc on a agrandi. On a cultivé là d'abord le jardin, puis on cultivait tout l'autre côté du vallon. Et là depuis ce printemps, tout a changé quoi. On a décidé d'arrêter de cultiver ici
et de descendre tout le jardin en bas. Qu'on a Les plantes remonté médicinales tout. qui étaient en bas sont montées en haut. Maintenant les animaux sont de ce côté. Donc pareil, on a déménagé en plus, on a changé d'habitation. Donc cette année c'était presque une deuxième installation pour nous, quoi. On sentait le besoin de faire ça parce qu'ici, comme c'était une ancienne friche, beaucoup de graines. On le voit, hein, ici ça redevient très vite une friche, hein, si on fait rien. On voit, hein, l'autre côté c'est complètement envahi. Alors que l'an dernier on y cultivait encore, quoi. Ah ouais. Donc c'est impressionnant la vitesse de croissance. Puis le sol est très humide, donc ça part très vite, ouais. ça part très vite. Donc c'était difficile à gérer, on a quand même tenu comme ça pendant 4 ans. Mais là, depuis ce printemps, là, c'est la première année où on cultive le jardin en bas. Donc cette année, c'est vraiment une année un peu de transition pour nous, quoi. Sur les constructions, donc on essaie de faire de la charpente tradie, et puis donc avec du bois évidemment local, voire même des fois du bois qui vient de la ferme. Donc quand on est arrivé ici, on a coupé, pour défricher la zone ici, on était obligé de couper certains arbres, donc du chêne, de l'acacia. Donc il y a une partie du bois qu'on utilise pour nos constructions, qu'on a fait scier et qu'on utilise pour nos constructions. Parce que ça, du coup, il y a beaucoup de gens qui se posent ces questions. Bois séché ou bois vert? Alors en charpente, on peut travailler avec du bois vert. Voilà, donc couper et chut, Ouais, on peut travailler avec du bois vert, c'est pas gênant. Après, forcément, il va beaucoup travailler. Donc, il faut quand même faire des charpentes qui sont bien contreventées, quoi, parce que si le bois a trop la place de bouger, effectivement, le bâtiment il va finir vrillé, quoi. Mais si c'est bien contreventé, bien fait, on peut travailler avec du bois vert, hein. Au contraire, ça va jouer dans les assemblages et puis ça va se tenir, quoi. Mais bon, ça demande peut-être un peu de compétence, ouais, quand même, pour travailler avec du bois vert. Ah, c'est pas électrifié donc? Non. Ok. On électrifie que les cochons. Ok. Du coup, on avance là-bas. On peut avancer par là. Ouais. En fait, la ferme elle est vraiment séparée en deux, donc on a un ruisseau qui traverse notre ferme. Ouais. La ferme elle forme un triangle et puis on a vraiment ce ruisseau au centre. Et donc on a deux parties. On a vraiment la partie agricole d'un côté et la partie élevage de l'autre. L'idée là, c'est qu'on transforme donc tous les prairies en pré-vergers. Donc tous les coins ici en fait vont être remplis d'arbres fruitiers. Donc c'était les anciennes terrasses qu'on cultivait les autres années. Donc là aujourd'hui tout ça va être replanté en arbres fruitiers. Toute la partie avec les animaux qui pourront pâturer dessous. Donc ça c'est pour la partie plutôt verger. Après on a une autre partie là-bas. Donc là on a encore quasiment 4 hectares de parc. Donc ça c'est un gros projet qu'on a fait cet hiver. En fait on a repocagé c'est 4-5 hectares pour faire 12 parcs en fait. Donc on a planté 1200 arbres cet hiver pour recréer des haies, donc des fruitières, des mellifères, il y a un petit peu de tout, quoi. 1200 arbres en un hiver? Ouais. Vous étiez combien? Parce que moi je vais en planter 3000 sur mon terrain. Ouais. On était 10, on a fait un chantier Une bonne participatif. dizaine sur deux sessions. Sur Ouais. deux sessions, ouais. Ouais, donc ça va, ça se fait. Ah, ça se fait bien. Après on avait fait les trous à la machine, Ah, quand même. les trous à la pelleteuse, ouais. Et donc ça en plus ça c'est des projets qui sont subventionnés aujourd'hui. Ouais. Par la- Quand tu dis la pelleteuse, la mini-pelle, j'ai pas besoin Ah, de... une mini, ouais, un tout Il n'y a petit pas besoin peu. de permis, quoi, je peux le Non. faire moi. Ah bah bien sûr, ouais. T'as besoin d'un permis si tu travailles dans une entreprise, quoi. Si dans un cadre privé, tu fais ce que tu veux. Donc là-bas, on travaille plutôt en pâturage tournant dynamique. Donc les bovins, c'est plutôt pour les bovins et les ânes, ils ont 12 parcs. Donc en fait, ils vont rester 2 semaines dans chaque parc et ils vont revenir que 6 mois plus tard dans ce même parc. Donc ça permet d'avoir une bonne gestion de notre ressource en herbe ici, d'avoir toujours de la marge, hein, on manque jamais d'herbe. Et au besoin, on peut faire quand même du foin, on garde des parcelles pour faucher le foin. Donc cette année on l'a pas fait, ça fait 2 ans que je le fais plus parce qu'il me faut une paire de bœufs pour faire mon foin, puisque je fauche en traction animale aussi. Ah ouais? Donc Alors et ça, là- putain, j'aimerais bien voir. alors j'ai la faucheuse en bas là. Ah ouais? C'est impressionnant ça. Et donc bon là on peut plus le faire parce que j'ai qu'un bœuf, faut que je dresse mes petits bœufs pour pouvoir reprendre, quoi. Il t'en faut 2. Il me faut au moins une paire, ouais, pour tirer la faucheuse, ouais. Ok. Et après, pour faire les ballots, tu fais comment? Alors on fait pas les ballots, on nous fait les ballots. Si Ok. on doit les faire, c'est des petites bottes. Et moi idéalement je voudrais partir sur de la meule de foin. Ok. Que tu Voilà. fais à la Voilà, main aussi? dans le champ, ouais, monter à la main dans le champ. Voilà. Donc Chapeau, ça, je hein. trouve que c'est l'idéal pour nous parce qu'au moins on n'a pas besoin de brasser le foin, le ramener le stocker à l'abri, etc. On peut le faire en tas direct dans le champ, propre. Et puis au besoin, on ira chercher du foin en fonction des besoins de l'hiver, quoi. Ok. En fait, nous, on a surtout besoin du foin pour ramener les bœufs à l'étable parce que c'est un peu le passage obligatoire avant de les emmener travailler. Si je dois sortir mon bœuf de travail, il faut qu'il repasse par l'étable, qu'il soit attaché avant que je puisse l'emmener travailler. Je peux pas le prendre du champ et l'emmener bosser. Il faut qu'il y ait un conditionnement par l'étable d'abord. Donc ça me sert surtout à ça en fait le foin. Ok. Et c'est vrai que je me demandais depuis le début où étaient vos poules, parce que j'avais vu un petit peu tous les animaux, et en fait, elles ont leur petite jungle, les poules C'est aussi. ça. Ouais. Ouais. Elles sont là, elles sont attroupées. Ah bah, elles attendent Dans le le grain toute la buisson journée. d'épines. Ça va les poulettes? Donc là, on leur a fait le poulailler dans le buisson d'épines noires. C'était Ouais. un buisson qui était déjà là quand on est arrivé, il y avait cette espèce de touffe d'épines. Donc on a fait ça là-dedans pour qu'ils soient protégés des bus, des choses comme ça. Et puis après, les poules ont à peu près 3-4 000 m² de pâturage derrière, sous les fruitiers. Donc là, c'est plutôt des pommiers qu'elles ont, les poules, pour l'assainissement des fruitiers. Et donc là, les bœufs de travail. Donc le gros là, c'est Junio, c'est lui qui a attelé. Ça va Noël, t'as pas trop flippé? Même moi là je flippe, j'avoue. Les Globalement, cornes du bœuf les- sont énormes. C'est une bestiole. Ah, lui, il est costaud, ouais. Et non, pas de problème de comportement, non? Ah bah alors au début si, hein. La première fois que je l'ai eu, il m'a chargé direct.
Wow. Donc il y a quand même une histoire de dominance qui se fait. En fait, si on veut mener des bœufs, il faut être posé là en tant que chef, quoi. Et donc le jour où il m'a chargé, justement, c'était le jour où il me testait, en fait, voir si j'allais bouger ou quoi. J'ai pas bougé, je suis resté stoïque. Par chance, il s'est arrêté quand même. Et donc ça m'a aidé un petit peu à monter dans la hiérarchie. Et après, avec le travail, au fur et à mesure de le travailler, il a compris que c'était moi le chef, quoi. Il n'y a pas trop droit à l'erreur avec des animaux comme ça, quoi. Parce que là, s'il part, surtout quand on mène des bœufs, il n'y a rien qui les tient en fait. On les mène à la voie. On a un petit licol, mais je veux dire, s'il part, il part. Bâton. Ouais. On a un petit bâton pour lui le donner freiner, des indications. Ouais. Mais voilà, il faut que ce soit des animaux parfaitement dressés, sinon on court à la catastrophe les animaux comme ça. Ah ouais. Ouais, non, là, ils sont vraiment cool. Hein. Le gros est vraiment adorable. Il est impressionnant. Mais il est vraiment, vraiment gentil, vraiment doux. Après, donc devant, on a la petite vache. Là, devant le gros, c'est la petite Tao. Donc, c'est elle qu'on traite. Là, elle est pleine aujourd'hui. Actuellement, elle nous fera un petit en novembre. C'est prévu. Et donc, les deux devant, là, les deux petits qui sont là, eux, c'est les deux bœufs qu'on a adressés pour le travail. Il y en a un qui a quasiment 2 ans. Okay. Donc là, on peut commencer le dressage tranquillement, quoi. Au niveau de la traite, vous y prenez comment? Vous le faites combien de fois par jour ou pas tous les jours? On le fait donc quand c'est le moment. Là, les tarifs, parce que bon, on a un petit. On l'a taillé pour plus de simplicité, puis avec tout ce qu'on avait à faire cette année. Sinon, généralement, on réserve ça plutôt à l'hiver, le fromage, parce que pour éviter les mouches, c'est un peu plus simple de faire toutes ces transformations l'hiver. Il fait plus frais. Là, à cette température, si on n'a pas une cave pour l'affinage, tout va trop vite, quoi, quand il fait chaud comme ça. Donc c'est la traite manuelle, on le fait à la main. Et puis dans l'étable qui est derrière. Hein, donc en fait, eux, les bœufs, ils ont l'habitude, ils rentrent tout seuls à l'étable. Je l'attache. Alors nous, on n'a pas de cornadie, de trucs comme ça, quoi. Elle est juste tenue avec une petite chaîne autour du cou. Et puis je la traite tranquillement tous les matins. Donc nous, on laisse quand même les veaux sous la mer. Donc en fait, nous, on prend le lait le matin, le soir, et après le veau est avec sa mère toute la journée. Et la nuit, on attache le veau, on lâche la mère pour que le matin, on soit sûr d'avoir du lait, quoi. Donc ça, l'avantage de travailler comme ça avec le veau, c'est que le jour où on va partir en week-end ou quoi, on met le veau et puis on part en week-end. La mère sera traire, quoi. Voilà. Donc ça nous permet de limiter les contraintes sur la ferme avec les animaux. Souvent on dit que c'est compliqué quand on est éleveur, qu'on fait du lait. Pas forcément, si on regarde le veau, finalement c'est simple, hein. Le veau il va téter tous les jours, hein. Donc il n'y a pas besoin de tirer le lait tous les jours. Du coup on le tire au besoin, en fonction de nos besoins. Qu'est-ce qu'on a d'autre à voir comme animaux là? On a fait le tour, je peux te montrer les bocages, les haies qu'on a plantés un peu cet hiver. Ouais. Et puis après on va descendre au jardin maraîcher. Ok. Alors j'avoue que moi je suis vraiment pas à l'aise avec les animaux, mon truc c'est plus les plantes. Ok. Ah donc passer là au milieu, là ça par va exemple, être... les ânes, il faut savoir que j'ai très peur des ânes. Là ouais. je vois 2 ânes qui me viennent dessus. Je me sens pas bien. Donc voilà, ils vont droit sur moi évidemment, c'est comme les chats, je suis allergique aux chats, tous les chats viennent vers moi. Alors moi je suis en Regarde, chandelle tu vois, là, par contre. ils bougent trop pour moi. Vas-y, passe si tu veux. Alors lui il travaille là, lui c'est Archie là. Ça c'est notre super bosseur. Ouais, ça c'est une bête de travail. Donc c'est vrai que c'est une période où il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de mouches quand il fait chaud comme ça là. Ouais. Et c'est là où ça peut être dangereux. Donc nous c'est des périodes où on travaille quasiment pas avec, ou très tard le soir ou tôt le matin. Parce que là avec la chaleur, la sueur, etc. Moi je suis pas à l'aise du tout les amis. Il vient sur moi, tu peux lui dire de pas venir sur moi. Donc lui il nous suit depuis le début. Lui il a vraiment fait tout le boulot à la ferme, quoi. C'est un super âne. Il est vraiment adorable. Et moi l'hiver je fais un peu de bûcheronnage et de débardage aussi. Et donc lui il est super débardeur. Donc pour travailler avec des ânes, ça demande quand même des ânes un peu costauds. Ça demande quand même des ânes qui ont un peu de force. Je suis pas bien. Je suis honnête, je vais sortir parce que vraiment Ouais. Tu vois en plus, je sais pas, j'ai l'impression qu'en plus ils ressentent que je suis pas à l'aise. Ah et oui, du coup, ils ont envie de faire... ils en jouent encore plus, tu vois. Après ils ont envie aussi d'être avec nous aussi. Hein. Mais on va sortir, on va passer par l'autre côté. Vous faites peur Nicolas? Après il y a quand même un truc, moi je pense que les mauvaises intentions, elles sont humaines, elles sont pas des bêtes. Fonce dessus. Ouais, mais il veut venir avec nous en fait, il n'y a qu'une envie, c'est qu'on l'emmène au boulot. J'ai peur de toi. Je m'en vais. C'est des animaux hyper sociables, hein. Ils ont besoin de compagnie un peu tout le temps, quoi. Donc dès qu'on rentre dans le parc, ils sont avec nous. Et alors ce qui est chouette avec les ânes, c'est que ils sont très intelligents. Et Archie, là maintenant qu'il a vraiment l'habitude de travailler avec nous en maraîchage, il connaît vraiment son travail, quoi. C'est-à-dire que là aujourd'hui on le met dans le rang, il arrive au bout, il fait demi-tour tout seul. Il retourne dans le rang suivant. Là aujourd'hui la traction animale, ça commence vraiment à prendre une tournure hyper intéressante, quoi. Donc ça prend un peu de temps parce que c'est beaucoup de dressage et puis faut connaître l'animal, faut se faire confiance, c'est pas évident. Sachant que nous, on n'était pas formés à ça. Hein. Pareil, encore une fois, on s'est formé sur le tas. Hein. Que ce soit les ânes ou l'attraction bovine. Ce qui est génial, c'est que moi j'ai peur des ânes, mais clairement les ânes ont peur du bœuf. Ah ouais, lui c'est un peu le chef de la meute. Donc ça, on a Et les chèvres ont peur des ânes. Ouais. Il y a vraiment une hiérarchie, quoi. Ouais, Mais ce qui est marrant, tu vois, sur le truc déjà bravo d'avoir tout appris comme ça tout seul. Mais je comprends très bien le côté éducation avec les animaux. Moi, une de mes premières phobies animales, c'était les chiens. Je me suis fait agresser quand j'étais petit par un chien. Mon premier chien, du coup, ça a été un pitbull. Ah oui. Et maintenant, j'ai un malinois. Ouais. Deux chiens quand même. Deux chiens bien dominants et réputés difficiles. Et voilà, j'ai
appris à travailler avec eux, j'ai appris à faire du comportementalisme. Et maintenant, j'ai plus du tout peur des chiens. Et je pense qu'un jour, je ferai la même chose avec un âne, tu vois. Il te faut un cheval de trait. Mais pour l'instant, ça, j'ai trop peur, quoi. Bah, c'est vrai que c'est impressionnant quand tu les connais pas. Puis voilà, faut quand même faire gaffe. Ça reste des animaux où il peut y avoir des accidents. Alors, encore plus si derrière on veut travailler en traction animale. Bah ouais, il y a l'outil en plus qui vient derrière, le bruit, tout ça. Et puis là, les accidents peuvent être quand même assez graves. Faut faire attention, faut connaître l'animal et puis surtout faut se former. Là-dessus, je pense que c'est indispensable. Nous, on a commencé un peu nous-mêmes, mais on s'est quand même formé avec. On est parti à l'extérieur de la ferme pour se former, faire plusieurs semaines de formation. Avec vraiment en plus des pionniers dans le domaine, vraiment des gens très compétents. Donc ça pour moi c'est essentiel pour pas faire de bêtises, pour pas se blesser et pas aller au carton. Parce que si on n'est pas formé et qu'on travaille mal, l'animal va le ressentir, le travail sera pas agréable et de fil en aiguille en fait ça marchera pas quoi. Et voilà, ça c'est un coup à au contraire aimer les ânes au début puis finir par les détester ou les bœufs. Parce que ça se passe mal pendant le boulot. Parce que c'est pas évident de faire comprendre à des animaux qu'on a besoin d'eux pour travailler. Il y a quand même un côté confiance, un feeling qui doit se créer, qui est pas toujours évident à gérer quoi. Pour ceux qui voudraient s'installer plus tard, je conseille vraiment de se former chez des gens compétents qui savent ce qu'ils font, quoi. Ça, c'est essentiel. En tout cas. Donc, dans toutes les expériences qu'on mène un peu à la ferme, on a recréé ici sur cette pente des terrasses en suivant les principes de l'agriculture K-line. En fait, c'est une agriculture. On va donc suivre les planter en suivant les courbes de niveau. Donc en gros, on a 13 terrasses ici, dans lesquelles vont être plantés des arbres. En fait, ces terrasses sont parfaitement toutes parallèles et à suivre toutes les courbes de niveau. Et en fait, ce qui me permet de récupérer toute l'eau qui avant s'écoulait dans la pente. Avant à parter, à ruisseler ici, à l'abîmer en plus le parking, à traverser le parking, ça a emporté tout le caillou du parking. Et maintenant que depuis qu'on a fait ça, là, on l'a fait en début d'année, et à chaque pluie, on aperçoit qu'en fait la terrasse reste humide, il y a même des zones où l'eau s'accumule. Avant, l'eau filait tout droit, quoi, on perdait toute l'eau. Donc ça, c'est des petites méthodes ici qu'on met en place, étant donné qu'on a l'irrigation ici. Mais on essaie toujours de jouer sur ce genre de solution pour éviter d'avoir à irriguer à outrance, quoi. Et de pouvoir gérer notre eau, parce que on dépend que de l'eau qu'on a sur le terrain. C'est-à-dire que si demain nous on n'a plus d'eau pour boire, on n'a plus d'eau pour les animaux, on n'a plus rien quoi. Donc il faut vraiment qu'on ait une gestion de l'eau vraiment rigoureuse pour pas perdre une goutte de pluie quoi, et une goutte d'eau. Donc on fait ce genre de méthode, après on plante beaucoup d'arbres pour faciliter le drainage et l'infiltration de l'eau dans les sols. Et puis quitte à planter des arbres, on essaie de planter des arbres qui nous sont utiles, donc soit des fruitiers, soit des arbres mellifères, soit des arbres fourragers. On met beaucoup de frênes ici qui vont permettre de nourrir nos animaux, soit des arbres pour faire du bois d'œuvre en vue de faire l'entretien des bâtiments dans 50, 80 ans. Les futurs propriétaires du lieu auront le bois pour entretenir les bâtiments, quoi. Et il te remercie d'avance. Voilà. Peut-être que les futurs propriétaires de ce terrain regardent cette vidéo actuellement. Ils vont se dire bien vu. Merci mon gars. Alors, ce petit séchoir, Oriane, tu nous en parles? Allez, la tisanerie c'est un petit projet en marge, donc ça a été un chantier long en fait, ça s'est étalé sur 2 ans. Donc voilà, on a commencé par prendre un châssis de caravane, tout désossé, renforcé, et monté comme une mini tiny house un peu, donc ça a été une ossature très très légère, donc on a même payé un peu le côté léger au moment de mettre les plaques à l'intérieur, donc on a des réflecteurs. Donc il y a plusieurs parties pris pour les séchoirs, donc soit on fait monter l'air chaud par l'extérieur, soit on le fait monter par l'intérieur. Donc là on le fait monter par l'extérieur, pardon. Qu'est-ce que tu veux dire par l'intérieur ou par l'extérieur? Là du coup en fait il monte par l'extérieur l'air et il est pulsé depuis le haut vers le bas. Et en fait c'est en théorie pour l'instant ça marche très bien, mais il y a le fait que en fait, les plantes sont très humides, elles ont beaucoup d'eau et l'air chaud chargé d'humidité ça alourdit. Donc en fait si l'air chaud est pulsé par le haut, il vient pousser l'air humide vers en bas, et donc on a une petite sortie en bas à gauche d'air froid. Là, c'est juste des réflecteurs. Des réflecteurs, ça c'est du fait maison. Tout est fait maison. Donc, alors dis-nous exactement ce que c'est qu'un réflecteur. C'est une vitre, c'est un cadre donc, qui chauffe, donc avec un fond noir donc à base d'ardoise. Donc là, c'est un cadre en bois, tout bête. Tout en bois, ouais. Là, c'est de la vitre. Ouais. On a une entrée ici, une petite grille, une entrée d'air froid entre guillemets, et il va faire son petit chemin. Par là, en fait, il va être vraiment ralenti, contraint, parce que tout est jointé. Donc, pour alors, comment ça passe alors, du coup? Juste par les petites interstices de ce côté-là, pardon. Ah ouais, d'accord. Et voilà. Donc, on a des petites interstices, et en fait, l'air va serpenter, en fait, comme ça, prendre le temps de chauffer, et hop, il va monter et rentrer dans le séchoir, en fait. Donc, quand la porte est fermée, on a vraiment un courant d'air chaud qui souffle sur les plantes. Voilà, c'est l'idée. Mais on peut aussi décider de mettre les réflecteurs au sol et de faire monter l'air chaud en fait, par le mouvement naturel de l'air chaud. C'est de monter, donc il pourrait souffler par en bas. C'est un parti pris. Après, voilà, il n'y a pas mieux, il n'y a pas moins bien. C'est un des partis pris. Tu as 2 choix en fait quand tu fais un séchoir. Vous avez fait ça. On a fait ça. Et donc du coup, après, l'air ressort par là. L'air ressort par là, voilà, c'est l'air froid. Donc là, il est ouvert à fond.
Ok. Ça peut être réglé, ça n'a pas un grand intérêt. Quand il fait très humide, c'est bien de fermer. Et du coup, j'ai un déshumidificateur électrique au besoin quand il fait très humide, quand il pleut ou quand il y a beaucoup de menthe dans le séchoir, pour éviter de la voir se tacheter et tout ça. J'aime bien mettre un déshumidificateur en plus pour être sûr, en fait, pour préserver la qualité des plantes qui y sont mises, parce que c'est du temps de travail, c'est un investissement de temps et d'énergie. D'où ce petit panneau solaire là? Alors le petit panneau solaire, c'est pour un futur ventilateur et éventuellement un petit éclairage. Ça, c'est pas fini. L'idée c'est que le séchoir soit effectivement autonome en électricité. On a toujours cette réflexion-là d'essayer le plus autonome possible. Donc c'est pour ça qu'on l'avait prévu avec un panneau, donc il faut qu'on finisse ça, et qu'on l'a prévu roulant. Donc il est sur châssis de caravane, il est mobile, donc au besoin on peut le déplacer sur la ferme, donc l'orienter un peu comme on veut, etc. Ok. Et du coup, ton déshumidificateur, comment tu le fais fonctionner? Là, j'ai tiré une rallonge sur le système électrique du réseau. Tout simple. Waouh, génial. Voilà. Et donc à l'intérieur, j'imagine que c'est très isolé? Oui, c'est grosse couche de paille. Donc on le voit dans la porte là, c'est la couche de paille, elle est dans l'épaisseur de la porte. 10 cm Et de c'est paille la partout, même ouais. épaisseur partout. Ok, Plafond, donc là, plancher. Ouais, c'est de la paille là. 10 cm d'épaisseur de paille là. Ouais, partout. Et après, effectivement, Voilà. c'est super agréable que comme tout est en bois, comme ça on se croirait un petit peu dans un sauna qui n'est pas chauffé en fait. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Ouais. Parce qu'il fait même meilleur là, dedans, Oui. que dehors. Ouais, on essaye d'éviter de monter au-dessus de 35 degrés pour le séchage, un séchage optimal des plantes en fait. On essaye d'avoir un séchage rapide mais doux. Voilà. C'est génial. Donc juste 10 Voilà, cm de paille dans les murs Voilà. et du bois de partout. C'est coffré de partout, voilà. Et puis des clés, voilà, on a des Ouais, clés c'est joli très comme tout, légères. montre-nous un petit peu C'est joli, ces petites hein. clayettes, c'est trop Ouais. beau. Ah, du coup, là, on est sur le calendula, beaucoup en ce moment. La mauve dont je parlais, là, on a la Calendula, t'en fais quoi? Calendula, alors pour les infusions, c'est merveilleux. C'est vachement chouette, ça a un goût presque oléique. Pour la cuisine aussi, dans les mélanges d'épices, c'est très joli. Macéré dans l'huile, on en fait un beau petit baume pour réparer la peau abîmée par le soleil, par tout un tas de choses, des irritations, voilà. Donc c'est vraiment c'est une plante adoucissante, émolliente, qui va être légèrement anti-inflammatoire, légèrement anti-infectieuse aussi. Donc voilà, on peut aussi pas désinfecter, mais en tout cas on ne salit pas une plaie à la soigner avec une huile au calendula. On a les menthes, basilic thaï, on a la kilé millefeuille en ce moment aussi. Globalement, coquelicot qui est passé, ça c'est le thym qu'il faut que je monde. Par contre, on est d'accord que Clément il travaille pas ici. Il n'a pas le temps de faire ça. C'est surtout qu'il est trop grand. Ah. C'est moi qui l'ai construit en plus. C'est toi qui l'as construit, mais t'as fait exprès de le construire pour que tu puisses pas te bosser dedans quoi. Tu l'as construit à taille Oriane quoi. On a mesuré en plus exprès pour qu'elle passe sous la poutre. Sous la poutre basse. C'est vrai. Ouais, c'est conçu pour Je passe que nickel. juste Oriane loge dedans. Économie de bois. Économie de bois. C'est trop joli en tout cas. J'aime Ouais, trop cette c'est pièce. sympa. Les clayettes, c'est vous qui les avez fabriquées aussi? Non, ça c'est un pote menuisier qui nous a fait fabriquer ça. Trop bien. On a On lui pas a mal fourni d'amis tout le artisans. matériel avec la grille de garde-manger inox au mètre. Ouais. Donc dans l'idée, ce sera peut-être de labelliser Nature et Progrès. Donc voilà, on a les plus beaux matériaux, entre guillemets, les matériaux les plus nobles. On puisse ensuite un jour avoir peut-être une production labellisée. Voilà. Donc ça c'est le stock des plantes et puis Génial. Trop beau. Petite question, ça je le vois qu'il y a de partout sur le terrain. sumac, c'est du vinaigrier. C'est du sumac. Ouais. J'adore le sumac. J'adore les fleurs. Est-ce que vous connaissez le sumac les amis? Petite épice libanaise. C'est vrai. J'en ai jamais vu en vrai, ça ressemble à ça. C'est ça le sumac, ouais. Alors ça c'est un arbre un peu envahissant par contre. Hein. Ah ouais? Ouais, il se multiplie par rhizome, il fait beaucoup de graines, donc il a tendance à... Ah c'est pour ça que j'en vois de partout sur le Ah terrain. ouais, c'est... Alors nous on en a mis parce que ça fait du bois, ça fait de la matière. C'est quelque chose qui peut se tailler, qui va recéper. C'est un arbre, une fois qu'il est implanté, il est dur à contenir quoi. Enfin à contenir. On arrive à le contenir, mais l'intérêt de ces arbres là, c'est qu'on peut les tailler, couper régulièrement. Voilà, pour faire de la biomasse quoi. Là c'est un peu l'idée. Et puis pour faire des parcelles d'ombre, c'est un bois qui pousse très vite, parce que lui il a, je sais pas, il doit avoir un an et demi peut-être. Ah ouais, Ça Ça, fait- non, ça pousse un an et demi. Et 2 donc ans, du coup ouais. vous récoltez, comment on fait? Pour l'instant, on n'a encore jamais récolté. Ouais, on travaille pas de mais, ça, ouais. ouais. Bah, ça fait qu'1 an et demi qu'ils sont plantés. Ouais. Et puis c'est vrai qu'on n'avait pas eu une floraison spécialement l'année dernière. Ouais, on n'a pas eu de floraison. Non, là c'est la première année qu'ils fleurissent. Donc là, moi, effectivement, ça sera sûrement une expérience à faire avant de faire J'adore. à grande échelle, peut-être, enfin grande échelle, je m'entends. Oui, faire une production en tout cas. Ouais, peut-être, ouais. Là nous arrivons sur la partie maraîchage. C'est ça, exactement. Style Jean-Martin Fortier un peu. Style Jean-Martin Fortier. Ça va pas être aussi propre que lui là. C'est le nouveau jardin qui est donc c'est la première année qu'on le cultive ici. Voilà. Donc comme je disais avant on faisait tout dans les vallons au-dessus. Donc là c'est la première année, donc c'est les cochons qui nous ont labouré les parcelles.
Ouais. Et donc au printemps, on est venu y mettre compost, monter nos planches, etc. Gros projet d'installation là en Maraîche. Ouais. Donc là, on a ici la pépinière d'hiver. Donc là, celle-là, elle est chauffée avec des nappes chauffantes sur l'électricité. Quand tu dis pépinière d'hiver, Ça, je vais faire pour tous faire les plans d'hiver. d'été, quoi. Voilà, ça, pour faire les semis d'hiver pour les plans d'été, exactement. Donc là, il y a un bidon, ça va être le futur poêle pour la pépinière. Le poêle, tu veux faire un poêle de masse dans la pépinière? Je vais faire un poêle de masse dans la pépinière, ouais. Ah ouais? Ouais. Et donc du coup là, c'est juste chauffé ou ça fait bacarnaï, non? Alors c'est juste chauffé là. Ouais. Il y a une petite, voilà, la nappe chauffante en Ouais, dessous. une nappe chauffante classique. Ouais. Ça, c'est un petit feutre qui et un retient petit l'humidité. feutre, ouais, voilà. tout simplement. La technique classique. Et là, tu veux vraiment faire un poêle de masse avec ça? Voilà, là, je voudrais faire un poêle de masse, toujours dans l'idée d'être autonome. On essaie toujours de trouver des solutions pour se passer d'électricité. S'il y a des solutions qui existent pour ça, on essaie de s'en passer, quoi. Donc là, essayer avec un poêle de masse, voir si on arrive à se passer des... Parce que tu voudrais chauffer quand? Pour maintenir cette serre en gel, quoi. Ah, parce que même avec les... Je suis sorti parce que j'avais beaucoup trop. Il fait chaud, ouais. Ça veut dire que même avec les tapis chauffants, ils gèlent quand même dedans? Ah ouais, ça peut geler dedans, ouais. Bon, avec les nappes chauffantes, ça va quand même. Puis les Là, voiles dans par-dessus ouais. aussi, donc Non, les sur les, plans, ça sur va. les nappes chauffantes, ça va. Hein. Mais voilà, si je voulais m'en passer de ces nappes chauffantes, le système pour moi ce serait le poêle de masse, quoi. Ok, poêle de masse. Et du coup, mais comment tu ferais ton évacuation? Là, je referai une plaque en ferraille fixée sur les arceaux pour que le tuyau passe sans brûler la bâche, quoi. Et je refixerai la bâche sur cette plaque en ferraille. Ok. Et sinon, en low-tech sans carbone, je sais pas si tu as déjà vu, mais la même technique avec du compost? Avec du fumier, ouais. Alors ça, on pourrait le faire, effectivement, on le faisait dans les autres serres pour maintenir un peu en gel. Mais alors soit il faut en mettre énormément pour faire pousser des tomates et monter à 25 degrés, il faudrait remplir la serre de fumier, quoi. Ça marche très bien ça pour faire effectivement des couches chaudes, donc on va faire des buttes de fumier sur lesquelles on vient mettre nos semis. Ça on l'a fait, mais c'est que ça demande beaucoup de fumier quand même, quoi. Ok. Pour arriver à produire suffisamment de chaleur pour faire pousser ce genre de choses. Alors, moi je parlais d'une autre technique, je sais pas si tu la connais, et du coup j'en profite pour la donner aux Ah gens. oui, Tu vois ce que je veux dire? oui. En fait, tu mets un tuyau dans un tas dedans. d'herbes de Et du coup, en fait, tonte ou de ça fait matière l'air assez- froid qui passe en bas, ça rentre à l'intérieur où c'est chauffé à Ouais, 70, mais on a déjà fait et ça. ça remonte. Ouais. Vous avez fait aussi? On a fait ça dans l'autre serre qu'on a vu tout à l'heure qui était un peu en jungle. Ouais. Mais Ouais. pareil, ça marche. Déjà, ça va marcher qu'un laps de temps assez court. En plus, on fait ça souvent en hiver, mais c'est pas là où il y a le plus d'herbe à tondre. Et puis c'est humide, enfin, il faut la tondre l'herbe quand même à cette période. Et ça fonctionne, mais ça va chauffer pendant une semaine, le temps que la fermentation monte. Hmm. Et après, faut refaire ce tas d'herbe, ce qui est pas évident en hiver de trouver Bien sûr. de l'herbe. Oui, il y a Donc, plein de pour choses à nous, faire. l'hiver, en tout cas, le plus. On peut frire très la vache. Voilà, l'hiver. l'hiver c'est ça, tranquille, pas du fromage. Mais c'est vrai que voilà, chauffer au bois l'hiver pour nous ça nous semblait assez le plus simple en fait ici vu qu'on. Moi l'hiver je suis bûcheron, je fais du bois donc c'était une énergie pratique quoi pour nous ici. Ok, d'accord. Donc voilà, donc après là au niveau du maraîchage, on a à peu près 300 mètres carrés sous serre. Donc pour Ouais. les légumes d'été. Donc on a la pépinière froide qui est là. Là ça va être les deux futures pépinières d'été pour faire les semis d'été qui sont pas encore finis, on n'a pas eu le temps de les terminer. Ouais. Et après, on a à peu près 90 planches de 20 mètres de long sur 80 cm de large. Donc un peu le format fortier, quoi. Il y aura les planches extérieures. Pour l'instant, je vois surtout de la bourrache. On fait un peu de tout. On fait des fleurs, légumes. Donc fleurs, c'est plutôt destiné aux restaurateurs. D'accord. Il y a des restaurateurs qui achètent la bourrache. Des fleurs, ouais, des fleurs de bourrache, ouais. Ah ouais? En fleurs comestibles, ouais. C'est un petit goût iodé. C'est un petit goût Ouais, d'huile. ouais, je connais bien. Ouais. Calendula, pareil. On a fait de la mauve de Mauritanie aussi, donc pareil. Après, Qu'on ça avait va là-bas. aussi au Ouais. séchoir aussi, ouais. C'est ça qu'on en a vu Ça là-bas. fait partie des planches que je viens récolter, même la bourrache aussi. Donc, qu'est-ce qu'on a en planche maraîchage là? Alors là-bas on a les aromates, donc on a un peu de ciboulette, persil, aneth. Après là c'est toutes les planches qui étaient cultivées au printemps. Donc là on a fini, on les a récoltées, on a fini. Donc là on va rebâcher pour repartir sur une nouvelle culture. Étant donné que c'est la première année de ce jardin, forcément on a énormément de végétation spontanée qui repousse. Après c'est assez intéressant parce qu'il y a beaucoup de plantes ici qui sont, les plantes en général sont bio-indicatrices, donc elles indiquent en fait un peu la nature du sol. Et donc ça nous permet en fait de prendre la bonne orientation pour corriger ces problèmes-là, quoi. Donc par exemple là cette année on a beaucoup de rumex qui poussent dans les jardins parce que le sol est tassé, ça c'est une plante qui pousse sur les sols durs tassés, quoi. Donc ici on est sur une argile bien béton, c'est un sol hydromorphe qui absorbe pas du tout l'eau. Donc on a un gros travail de décompactage ici à faire et puis amener de la matière organique parce que ça fait peut-être 20 ans que c'est une prairie ici qui est fauchée tous les ans pour le foin. Donc elle n'a jamais été amendée, terre assez pauvre. Donc cette année, étant donné que c'est la première année, on justement joue avec cette végétation spontanée qui nous permet de produire de la biomasse sans avoir trop d'efforts à faire. Donc on la fauche, on la laisse sur place et puis on la bâche pour amener un peu de matière organique, quoi. Voilà, d'autres cultures. Donc là c'est haricot maïs, donc on essaie de travailler en association. Alors, c'est haricot maïs, bon, quasiment la mille pas, mais si, il y a aussi une courge là. C'est Donc, ça. Oui, il y a une courge qui a poussé toute seule là que j'ai laissée. T'as essayé ça déjà? Ouais, Haricot la maïs? milpa, ouais. Et alors? Alors ça marche bien, mais c'est pas très adapté à nos régions. Parce que le maïs avec lequel ils font la milpa là, en Amérique du Sud, c'est un maïs géant qui est énorme, qui fait 3 mètres de haut,
qui est vraiment costaud quoi, sur lequel le haricot peut grimper effectivement. Si vous mettez un petit maïs de chez nous avec un haricot un peu trop costaud, le haricot il va coucher le maïs et ça va rien donner quoi. Donc nous on fait plutôt haricots nains, donc qui sont non grimpants, avec du maïs et au pied les courges. Là ça marche bien. Et puis alors pareil, plutôt des courges, pas des trucs qui vont prendre trop de place et qui vont venir recouvrir le haricot et qui vont le détruire quoi. Voilà, d'essayer de trouver toujours des petites associations, soit pour faire un gain de place, soit plutôt pour avoir un effet positif avec les ravageurs ou les maladies, ce genre de choses quoi. Donc moi je travaille essentiellement ici, donc je fais le maraîchage, élevage. Et après, on accueille des stagiaires chaque année. Ah oui, ça, c'est une question que je voulais vous poser. Comment vous faites? Parce qu'il y a énormément d'activités sur la ferme. Comment vous faites pour la main-d'œuvre? Est-ce que vous travaillez que tous les deux? Est-ce que vous avez... Alors, on n'est que tous les deux en fixe ici. Ouais. Et après, on a des coups de main réguliers. On a des stagiaires aussi, donc des lycées agricoles alentours. Et après, l'année prochaine, on voudrait prendre quelqu'un en apprentissage. Ce serait l'idée. À terme, on aimerait s'associer, trouver quelqu'un pour nous aider parce qu'effectivement, il y a tellement de choses à faire ici. C'est une ferme qui permettrait de faire travailler beaucoup de monde. Donc, en soi, avec tous les ateliers qu'on a, on pourrait être 10 à bosser ici en vrai. Ok. Voilà. Donc là, une belle serre à concombre, tomates. Voilà, la serre à concombre tomate, là, la serre à tomate. Par rapport à là-haut, aux plantes vivaces, on est plutôt sur le maraîchage assez classique. Là, on est plutôt dans un maraîchage voilà, qui se veut productif et rentable, quoi. Là, c'est un peu l'idée ici, quoi. Donc, tout en ayant voilà, une approche écologique, évidemment. Mais... Est-ce que tu peux me faire kiffer, me faire manger une petite tomate? Bien sûr. Les premières. Ah ouais, c'est les premières, là. Tac. Merci. Ça, c'est de la précoce de Quimper. C'est une variété ancienne, nous, on la fait chaque année. Et c'est une variété qui donne super tôt. C'est la première, généralement, qui mûrit chez nous. Voyons, voyons. Attention, l'heure du test. Alors, validé. En fait, le truc, c'est que j'ai super soif. Ça te fait du bien. Ça fait du bien, mais malheureusement, elle est chaude. Elle est Une soupe précuite. de tomates que je Ouais, mange. c'est ça. On a beaucoup de goût. Les poivrons, ils sont gros, là, hein? Oh non! C'est les tomates cornues des Andes. Tomate quand il y a des Andes, ouais. Mmh. Après, poivrons, aubergines, ils sont là. Donc après, on va travailler aussi sur bâche, comme ça, sur toile tissée, on s'y met de plus en plus. Ouais. Parce que ça permet quand même un gain de temps assez important, pas de désherbage, enfin moins de désherbage, et puis ça maintient l'humidité quand même en dessous. Parce que là, actuellement, tout n'est pas irrigué. Tout le système d'irrigation, vu que les jardins sont tout nouveaux, tout n'est pas en place encore. Donc là, l'irrigation, on galère un petit peu, donc toutes les parcelles ne sont pas arrosées. Donc c'est pour ça que sur certaines parcelles un peu sèches, on vient mettre des toiles tissées comme ça pour assurer des récoltes cette année, quoi. Ça, c'est de la bâche d'ensilage? Ça, c'est de la bâche d'ensilage. Ouais. On travaille comme ça en occultation pour désherber. On vient poser notre bâche comme ça sur le sol. Ça vient faire mourir l'herbe en dessous et puis on débâche puis on cultive. Donc là, les poivrons, les aubergines. Et c'est dense, hein? C'est assez dense, ouais. On cultive bien dense, nous. Hein. On perd pas de place. Hein. Ah ouais. Et là, ça y est, ça commence à donner. Là, les poivrons arrivent, les aubergines aussi. Ah ouais, là, les aubergines, elles vont être belles. C'est quoi cette variété avec Ça, des c'est feuilles comme ça, un petit peu La biscornes? Japanese pickling. Japanese pickling, Ça ok. fait une aubergine très longue, très très j'ai bonne. jamais vu. Blanche trouve- et violet clair. Ouais. Blanche et violet clair. Ah, Assez c'est très petite, joli. une petite aubergine. Ouais. Bah déjà, rien que les feuilles, je les trouve belles. Je trouve qu'elle est plus savoureuse que la. Celle-là, c'est de la violette de Toulouse, là, un peu plus classique qu'on a La l'habitude de classique, voir ouais. sur les marchés. Et la japanese est, je trouve, un peu meilleure. Bah, souvent, les légumes asiatiques sont pas mal. C'est une, c'est une valeur sûre. déjà. Donc là, c'est les dernières parcelles qu'on a préparées pour refaire des récoltes là tout l'été. Ouais. Donc en plus des serres, donc des tomates, etc. Puis là, on a encore d'autres tomates de plein champ. On a les betteraves, les fenouilles, on a de la carotte, on a de la laitue celtus. Là, ça, c'est un autre légume asiatique. Laitue celtus. C'est une laitue où on mange la tige. Ah! C'est pas ce qu'on avait vu à la ferme de Demangeville, ça? Tu peux me la faire goûter ou pas là Ouais, bien encore? sûr. On peut? Ouais, on peut le goûter là. Trop bien! Et celui-ci à côté, c'est quoi? C'est une laitue radicchetta. Donc ça, non, C'est ça, la laitue non, ça, marocaine c'est, non, ça c'est des endives. Ça, c'est des endives? Ouais. Je crois que les endives, ça poussait dans le noir. Alors bah, au début, si on veut faire des endives, il faut d'abord faire une chicorée. Ok. Donc voilà, ça c'est la chicorée qui fait l'endive. Et Ok. après, arrivé à l'hiver, on coupe la chicorée. Et c'est la racine de la chicorée qu'on vient mettre dans le noir et c'est ça qui fait l'endive. Donc tu vas faire ça là? Ouais. Ah oui, sacrée mission. Là, on teste la production d'endives. Ouais. Et donc la laitue celtus, c'est ça quoi. Ça fait donc une laitue qui fait une grande tige comme ça. La salade est comestible, alors c'est un peu amer. Et après, on mange uniquement donc uniquement la La tige. tige, elle est pas amère par contre. Non, la tige est délicieuse. C'est vrai? Moi, je trouve ça un léger goût de noisette un peu. Oh, j'ai trop hâte de goûter. Donc ça, pareil, c'est un légume asiatique. Hein. Ils sont trop forts. Je vais encore goûter un nouveau truc, je suis tellement heureux. Moi, c'est pas paysan que je devrais faire, c'est goûteur. Testeur, tiens. Ouais, après un pendant la chute. Ah ouais, un peu. C'est vrai. Alors, il a le goût de salade au début. Ouais, S'ensuit un petit goût de noisette. ouais c'est ça, noisette. Ouais. Et une légère amertume en fin de bouche, qui grossit quand même un petit peu parce que Ouais. peut-être qu'elle est encore jeune. Ou inversement. Non, inversement, je pense qu'elle a bien 4 mois là. Ouais, il y a 2 semaines même encore, elle était beaucoup plus douce.
Mais c'est très très bon. C'est très bon, ouais. Donc ça, c'est des légumes qu'on teste parce qu'on a eu la chance de rencontrer un chef gastronomique qui est passionné. Et lui, il nous donne plein d'idées en fait. Il arrive, est-ce que vous pouvez pas me faire de la laitue celtus, du pois carré? Il va faire ça un jour, du pois carré quoi. Du petit pois carré. Ils sont La vraiment carrés? Ouais, la Non. gesse, on appelle ça. C'est une variété de pois carré. Donc il nous a fait produire Et qu'est-ce qu'il y ça. a de plus compliqué? Bah, c'est pas que c'est compliqué, mais c'est que c'est vraiment des légumes un peu atypiques qui sont vraiment pas évidents forcément à vendre sur les mais c'est marchés. clair, Ou, voilà. La laitue celtus, on arrive quand même à la commercialiser de plus en plus aux gens. Donc voilà, en fait, on essaye plein de variétés comme ça avec les chefs, là, avec nos connaissances qui nous donnent des idées comme ça. L'oca du Pérou, on a fait, ou des pommes de terre de couleur un peu L'ocar du atypiques. Pérou, c'est ce qu'on appelle aussi la poire de terre? Ah non, c'est pas pareil. C'est deux choses différentes? Ouais. L'oca du Pérou, c'est un mélange entre la pomme de terre et l'oseille. La poire de terre, c'est une plante hyper foisonnante, hyper énorme. Et en fait, ça fait vraiment une poire de terre, donc c'est un tubercule, quoi. Alors, enfin, l'oca du Pérou aussi, mais c'est des tout petits tubercules. Alors que la poire de terre, le yacon, légume asiatique encore une fois, va être plus volumineux et plus sucré. Alors que l'oca du Pérou va être beaucoup plus acidulé en fait dans les saveurs. Voilà. C'est la chef qui parle là. C'est la chef qui parle. C'est vrai. Donc là, on se retrouve devant votre point de vente. C'est ça. Auto-fabriqué également. Exactement, ouais. Fait maison. Fait maison. Et alors là, bon, c'est simple, c'est écrit, hein, les amis. Vente directe, mardi, 16h30 à 18h. Et vendredi, j'ai vu ça, cueillette au jardin. C'est ça, on fait donc soit de la vente directe, donc directement dans la boutique, soit le vendredi, parce qu'on a, en fonction de l'affluence et tout du monde, le vendredi il y avait un peu moins de monde. Donc plutôt d'ouvrir la boutique systématiquement, on propose aux gens de venir cueillir avec nous directement les légumes dans le jardin. Voilà, comme ça fait quelque chose un peu ludique, puis ça permet aux gens de visiter aussi les jardins et de voir d'où les légumes sortent. Et quand tu vends où c'est eux qui cueillent, du coup c'est moins cher comment vous faites au niveau du fruit? C'est un petit peu moins cher, ouais. On fait évidemment une réduction parce que les légumes ne sont pas forcément lavés aussi bien qu'on le ferait si nous on avait la boutique ouverte ou quoi. Donc il y a 10% effectivement sur le prix de vente. On travaillait sur les marchés avant, là on va y retourner mais qu'à partir de cet automne. Et après on vend des paniers fermiers, donc on compose nous-mêmes. Donc chaque semaine j'envoie une petite newsletter avec la composition, une recette, une petite info de la ferme. On compose les paniers nous-mêmes en fonction de nos récoltes et ça on va livrer ça à Poitiers. Poitiers, Montmorillon et Sauget. Pour résumer, point de vente ici à la ferme. C'est ça. Plus il y a la petite cueillette aussi qu'on peut faire. Exactement. Vous faites les paniers. On fait les paniers en plus à Poitiers. Les paniers aussi sur place et à Montmorillon en plus de Poitiers. Ouais. Et les marchés aussi, tu m'avais dit? Et les marchés, on va les reprendre. On en a fait, on a arrêté parce qu'avec le Covid c'était compliqué. Il y avait des grosses contraintes sanitaires et tout. Donc là on a arrêté, on voudrait reprendre cet automne. Le marché local de Montmorillon, à 5 km d'ici. Ça fait quand même beaucoup de points de vente que vous multipliez là. On multiplie pas mal les points de vente, mais. C'est concentré assez bien sur une journée pour le gros. ça. Parce que le marché en fait, se situe sur le mercredi. La livraison des paniers aussi c'est le mercredi. Et éventuellement retiré à la ferme le mardi soir. En fait, c'est une grosse journée de récolte le mardi en fait. Du coup ça se passe surtout le mardi, mercredi. Le vendredi, étant donné que c'est une cueillette à la ferme, on a moins de logistique supplémentaire. Donc en fait ça reste quand même assez condensé dans la semaine. Ça reste gérable comme ça, ouais. Et puis plus le food truck en plus. Donc où les légumes passent aussi. Une bonne partie passe dans le food truck quand même. Je sors quand même tous les week-ends. Ah, tous les week-ends le food truck? Ouais, Ah ouais, donc ça taffe quand même. Hein. ouais. La partie qui est allouée au food truck de la récolte, c'est quoi à peu près? Tu consommes quoi? Ça dépend on va dire de la saison Ouais. et des food trucks parce que sur des petites dates, on va faire 50 repas. Sur des grosses dates, ça peut monter à 150, 200 repas la soirée quoi. Tu vas aussi aider sur le food truck toi? Alors ça dépend. Non, j'essaie d'être. Souvent je suis ici parce qu'il faut gérer les animaux, le jardin, l'arrosage, le truc. T'es venu 2 fois. Mais voilà, quand je peux aider et qu'on a la possibilité, ou quand c'est des très grosses dates où là il n'y a pas le choix, il faut être plusieurs. Quand on fait des gros festivals, là on peut sortir jusqu'à 250 repas par service quoi. Ouais. Donc là oui, les légumes ça passe bien dans le food truck quoi. Là on fait des grosses récoltes pour le food truck. Donc ça va vraiment dépendre en fait. Et justement cette diversité de points de vente nous permet de jouer en fait sur la saison. L'été, nos paniers, les gens partent en vacances. Donc en fait l'été les paniers diminuent. Mais par contre, le food truck, lui, il a tous les festivals. Donc là, c'est le food truck qui vient prendre le relais sur les légumes. L'hiver, il y a un petit peu moins de food truck. Par contre, les gens sont très intéressés par du légume frais l'hiver, parce qu'on en trouve un peu moins sur les marchés, ou voilà. Donc en fait, la diversité de points de vente nous permet de gérer comme ça la gestion de nos clients. En fait, ça nous permet vraiment de faire fluctuer au cours de l'année les revenus, quoi. Et de lisser en fait sur l'année sans avoir de trous quoi, de production. Quoi. Du coup, installé ici depuis 2017, C'est ça, ouais. tu parlais de vos revenus. Là, tu arrives à avoir quoi comme chiffre d'affaires? Est-ce que vous arrivez à atteindre un pic ou est-ce que tu arrives encore à faire évoluer ton chiffre d'affaires? Alors, nous, la particularité, c'est qu'on n'a pas eu droit à un emprunt pour démarrer le projet ici. Ouais.
Donc en fait, tout notre travail, en fait, tout ce qu'on faisait depuis le début nous permettait de réinvestir dans le projet, pour développer le projet. Donc là, en fait, depuis le début, nous, on se tire pas de salaire. Ça fait 6 ans là qu'on n'arrive pas à se tirer de salaire parce que, en fait, tout ce qu'on gagne, on le réinvestit dans la ferme pour améliorer nos conditions de travail, développer des vies, développer les projets, enfin le minimum vital. Payer le matériel, l'irrigation, tout ça. Et donc là, cette année, ça y est, là, on commence vraiment à atteindre un peu le summum de la courbe de croissance, on va dire. Enfin, on sort de plus en plus des chantiers, on sort des investissements. Donc là, clairement, à partir de l'année prochaine, on commencera vraiment à tirer un revenu parce qu'on arrêtera de tout remettre dans le projet. Et donc ouais, à partir de l'année prochaine, on commencera sérieusement à se tirer un revenu tous les deux. En soi, aujourd'hui, on pourrait, mais on préfère tout réinvestir pour vraiment finir notre projet de ferme d'installation. Donc on a fait le choix comme ça, d'attendre vraiment le dernier moment, de tout mettre dans ce projet de construction, d'aménagement, et puis... Oui, parce que c'est sûr que là, il y a des constructions ah bah les bâtiments, partout, même si on les fait nous-mêmes, si on limite les dépenses, c'est quand même beaucoup d'argent quoi au final. Bien sûr. Donc voilà, c'est chaque année, tout ce qu'on vend, tout ce qu'on gagne, et ben on le réinvestit pour développer, et ainsi de suite quoi. Ça fait 5 ans maintenant, parce que la première année, c'était que du défrichage, on n'a vraiment rien cultivé. Là, au bout de 5 ans, ça y est, on peut dire que oui, le revenu va commencer à arriver, de toute façon, pour tous les deux, Ouais. un revenu chacun. Quoi. Et sachant qu'on s'organise aussi avec 2 entités, moi j'ai pas de statut agricole, enfin je n'ai plus de statut agricole. Mon statut juridique étant celui du food truck, enfin autour du food truck. Ça permet aussi du coup de facilement, en fait, au moment de se tirer un salaire, on pourra facilement dispatcher un petit peu l'argent aussi, sans se dire moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ça. Mais en fait avoir quand même 2 sources de revenus quand même fixes et sûres, qui nous permettent de ne pas avoir besoin de tirer 2 revenus d'une même activité. Et donc en fait, ça nous permet quand même d'envisager une rémunération correcte pour 2 personnes chacune, quoi. Voilà, qu'on n'ait pas un salaire pour 2. À moins que tu n'aies pas envie de répondre, du coup, au niveau du chiffre d'affaires, tu arrives à combien là? Là, cette année, on va être autour des 30 000, là, je pense. Ouais. 30-35 000. Enfin, sur les légumes, on va être autour de, je pense, 20-25 000 cette année. Le food truck, je pense qu'il va faire à peu près pareil. Ouais. Donc oui, non, plutôt, tu vois, plutôt ouais. 40, je pense à la fin de l'année, 40-45 000, avec les 2 activités, quoi. Ah ouais. Et nous, les objectifs finaux, c'est maraîchage 40 000 et food truck 40 000. Ok, Voilà. super. Donc Et 80 000, la tisanerie, tu la mets dans... dans le maraîchage, dans la maraîchage, partie ouais. agricole, ouais. Et c'est pareil, c'est servi au food truck aussi, donc voilà, c'est... Mais c'est vrai qu'étant donné qu'on est parti sans formation, sans vraiment trop de recul, on s'est un peu jeté dans le truc comme ça. On se rendait pas du tout compte de l'argent, enfin de l'investissement que ça représentait une ferme, quoi. Et chaque année, à chaque fois, on se dit putain c'est bien, on a fait ça, mais ah ouais, mais il faudrait faire encore un peu plus parce qu'on n'est pas très bien, parce qu'il faudrait ci, on voudrait faire une belle boutique. Et à chaque fois, c'est des sous, et c'est vrai que c'est quand même un gros investissement de départ, quoi. Donc ça, on s'en rendait pas compte du tout, quoi. Ouais, moi, je suis qui pour dire ça, mais moi je trouve que vous en sortez vachement bien pour faire tout ça sans pétrole, arriver à chiffre d'affaires en ayant tout ce boulot, franchement... On s'en sort pas trop mal. Ça y est, parce que ça a été des années de galère. Il y a plusieurs années, on a voulu arrêter. C'était vraiment dur. En plus, on a un peu fait le choix d'avoir moins de confort pour développer notre projet. Donc on a vécu en toile de tente, en caravane, en camion, même en voiture. Donc le boulot plus le confort vraiment limite à côté, des fois c'était très dur, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on est fiers. Là, on a vraiment un résultat qui est hyper positif, quoi. Et ben, vous pouvez être fiers, je pense. Ouais. Merci. J'ai une dernière question, enfin j'aime toujours à la fin des vidéos vous demander déjà s'il y a un sujet qui vous tient à cœur, que vous auriez aimé qu'on aborde et qu'on n'a pas forcément abordé. On n'a pas parlé de formation. En tout cas, si d'autres personnes veulent se lancer comme ça, faut pas hésiter. Toi tu l'as fait d'ailleurs, tu as passé ton BPRA et je trouve que c'est une bonne idée. C'est vrai que nous on a un peu des hurluberlus dans ce sens-là où on a foncé tête baissée dans le truc. Ça nous a coûté beaucoup d'erreurs, beaucoup de temps, aussi de l'argent financièrement, parce que le fait d'aujourd'hui déplacer tous les jardins, c'est du boulot, c'est de l'argent aussi. Moi je pense que c'est important aujourd'hui pour tous ceux qui veulent démarrer un projet agricole. Surtout qu'aujourd'hui, pour être formateur en lycée agricole, je le vois bien, c'est 90% des étudiants que j'ai, c'est des reconversions professionnelles, quoi. Donc un peu comme nous, donc je conseille vraiment de se former pour justement que le côté gestion d'entreprise soit au top. Et après, tout le côté agricole, si on veut faire évoluer son projet avec de l'attraction animale, de l'agriculture alternative, tout ça. Ça, il y a d'autres formations à côté, mais ça se fait un peu sur le tas, je veux dire. Mais tout ce qui est gestion d'entreprise, ça, c'est quelque chose qu'on ne se rend pas forcément compte. C'est un peu idyllique, le côté on vit à la campagne, on vit de son jardin et compagnie. Mais si on veut vivre de son métier, ça reste un métier, c'est énormément de travail, c'est énormément administratif. Et ça, je pense qu'il faut être formé, c'est assez important. Et c'est souvent en tout cas dans ceux que je vois, les projets qui s'installent, c'est souvent le truc qui bloque, ça va être là, ça va être la gestion de la comptabilité, gérer sa clientèle, la commercialisation, tout ça, voilà, ça demande de la formation, ça demande des connaissances. Et pour ceux qui veulent s'installer, moi je conseille vraiment de passer par une formation. Et toi, Oriane, est-ce que tu as un sujet que tu aurais aimé qu'on aborde, ou alors, comme l'a fait Clément, peut-être un conseil à donner aux gens qui nous regardent et qui ont peut-être envie de se lancer? Je sais pas si c'est un conseil, mais du coup, nous, quand on a commencé, on était vraiment pétris d'une utopie, d'un idéal. En fait, année après année, on a dû quand même implanter cet idéal, cette utopie dans la réalité de la matière, dans le concret.
Et en fait, c'est super bien de rêver, d'avoir vraiment un peu un rêve hyper grand, hyper beau. Et il faut faire attention à ne pas retomber trop... Enfin, comme disait Clément, il y a eu des moments où on était vraiment en galère parce qu'en fait, c'était dur de concilier en fait, cet idéal vraiment hyper fort avec l'arrêté de la matière concrète des finances ou du temps dans une journée, de la physiologie, hein, du temps attribué physiquement à certaines tâches. Donc voilà, je pense que c'est important de se former, peut-être effectivement, peut-être que ça passe par là, mais en tout cas de continuer à rêver, mais avec les deux pieds sur la terre et la tête sur les épaules en fait, pour pas tomber des nues, pour pas tomber trop, pas se casser le coccyx comme ça quoi. Voilà. Super. Et ben merci beaucoup les amis. Merci, c'était top. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Venez me voir en spectacle, c'est ma toute dernière date à Paris, c'est ce week-end. Ensuite, je vais aller en Belgique, puis dans le Nord. La Bourse du Travail à Lyon, les amis, c'est 1800 places. Il faut m'aider à la remplir. Il y a quelques autres dates, et après ça part en farm tour. Et comme d'habitude, évidemment, pense à t'abonner, mettre un like, activer la cloche, ça fait toujours plaisir. Je te fais des bisous, je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!